Chaque année, en hommage au Conseil national de la Résistance, le Rassemblement des Glières invite des intervenants. Ils viennent avec leurs idées et leurs histoires. Ils échangent sur le monde, ce qu'il a été, ce qu'il est et ce qu'il sera. Alors il y a des tables, des micros et un public qui pose des questions. Et comme on fait ça le comble, on a décidé de les enregistrer, pour que même loin, vous puissiez en bénéficier. On appelle ça l'éducation populaire, et ça commence maintenant. Bonne écoute. Eh bien, nous avons invité 4 personnes. Julie Trottier, qui est directrice de recherche au CNRS, qui se présentera elle-même pour son intervention, qui va d'ailleurs être la première. Valérie Pommier, qui est connue des Hauts-Savoyards, puisqu'elle est présidente de l'association Résilience Montagne, et qui a œuvré lors des manifestations autour des bassines de Beauregard et de la ZAD de Beauregard. Nicolas Giraud, qui est porte-parole de la Confédération paysanne avec en charge la problématique de la gestion de l'eau, et Julien Leguet, qui, outre le fait que de son métier de batelier, eh bien, il est porte-parole du collectif des bassines Non Merci, et il a été extrêmement actif dans l'organisation des manifestations de Sainte-Soline. Voilà. Alors, j'ai proposé à Julie Trottier, donc, qui est la deuxième à ma gauche, là, de démarrer cette conférence. Elle va nous expliquer ce que c'est qu'un bassin versant, comment l'eau se répartit sur un territoire et en quoi le réchauffement climatique influe le cycle de l'eau. Alors, la nécessité de comprendre pourquoi et comment on se trouve dans cette situation dramatique de gestion de l'eau va la conduire à nous expliquer historiquement comment on est arrivé là, et notamment, elle va nous expliquer comment la création de l'INRA, et puis ensuite la mise en place d'une politique de culture intensive et massive du maïs, surtout dans le sud-ouest de la France, sont des conséquences d'un plan dont vous avez tous entendu parler, qui est le plan Marshall, qui a été mis en place en 1947. Voilà, alors je ne vais pas en dire plus. Julie, je te laisse la parole. Voilà, et bonne conférence à vous. Merci beaucoup d'être là, parce que c'est quand je vois des gens comme vous qui viennent à des événements comme aujourd'hui que je peux garder espoir. Parce que quand on fait le travail de recherche que je fais, on a tendance à déprimer. Alors, on m'a demandé de vous expliquer comment on a pu en venir là où on en est aujourd'hui, depuis le Code d'Hammurabi et les pharaons en Égypte, tout ça en 15 minutes. Alors, si vous considérez que j'arrondis les angles, vous aurez raison. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à revenir à la séance des questions. Moi, je suis là jusqu'à dimanche soir et je peux parler toute la nuit. Alors, le plus vieux code de loi qu'on connaisse, c'est le Code d'Hammurabi. C'est un code d'irrigation. Et ce n'est pas un hasard si c'est un code d'irrigation, parce que ça nous prouve que par rapport à l'eau, il faut qu'on s'organise entre nous, nos interactions entre nous par rapport à l'eau, partout, à toutes les époques, dans tous les pays. Alors, vous avez tous étudié à l'école secondaire les pharaons avec l'agriculture le long du Nil. Eh bien, Pharaon, il avait des nilomètres le long du Nil. Et le nilomètre, ça ne mesurait pas le débit ou la quantité d'eau. La graduation du nilomètre, c'était à un certain niveau, c'était famine. L'autre niveau, c'était récolte moyenne. L'autre niveau, c'était plus haut, c'était bonne récolte. Et c'était simplement pour indiquer à Pharaon combien d'impôts il allait pouvoir lever sur tous ces pauvres paysans qui cultivaient. Autrement dit, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'on a toujours eu des codes entre nous, entre êtres humains, que ce soit des codes informels ou des codes formels, pour réguler nos interactions par rapport à l'eau. Mais en même temps, c'est très très récent qu'on croit qu'un État est supposé décider où va l'eau, quand, combien de quantité et pour quelle utilisation. À l'époque du Pharaon, on attendait la crue du Nil, c'est Dieu qui envoyait la crue, et après, on irriguait en fonction. Je vais faire un grand saut dans le temps, on va arriver aux années 30 aux États-Unis. Dans les années 30 aux États-Unis, on a une énorme crise économique
Et on a le keynésianisme. Donc l'État veut investir dans des grands projets pour relancer l'économie. Pour la première fois dans l'histoire, ils vont construire un grand barrage, Hoover Dam. Au moment où ils l'ont construit, ils ne savaient même pas si ça allait fonctionner. C'est un projet qui n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu la grande crise économique. Parce qu'ils l'ont construit de la même manière qu'on va en guerre. Ils ont eu 1 mort par jour sur le chantier et ils en étaient fiers. Et ça a permis d'emmener des centaines et des centaines de jeunes chômeurs, de les sortir des villes, de les emmener au milieu du désert. Ça rassurait tout le monde, n'est-ce pas? En même temps, ce grand projet, aucune entreprise privée ne l'aurait entrepris et ça allait générer de l'électricité, donc ça allait relancer l'économie. Et du coup, c'est une conjoncture qui a fait qu'on s'est lancé dans cette direction technique-là. Mais du moment qu'on avait construit, qu'on avait montré qu'un grand barrage, ça pouvait fonctionner, eh bien, ça a changé complètement la direction de la gestion de l'eau dans le monde. C'est un modèle qui a essaimé partout dans le monde. L'Éthiopie a voulu en construire, et on s'est mis à penser en termes de bassins versants. Alors, qu'est-ce que c'est un bassin versant? Vous regardez les lignes de crête des montagnes autour de vous, toute l'eau qui va tomber dans cette zone-là va ruisseler vers le même point pour déboucher. Ça, c'est un bassin versant. Alors, si vous pensez en termes de grands barrages et de maîtrise par un grand acteur de l'eau de surface, vous voulez réfléchir en termes de bassin versant parce que vous allez planifier d'un coup tous vos barrages. Et la logique du Tennessee Valley Authority aux États-Unis, qui va émerger après Hoover Dam, vous allez planifier plein de grands barrages pour l'irrigation. Ceux-là ne seront pas rentables, mais vous aurez quelques barrages qui feront l'hydroélectricité. Ceux-là seront rentables et ils vont servir à financer vos barrages agricoles. Alors, est-ce qu'on avait organisé nos interactions par rapport à l'eau comme ça avant? Absolument pas. Jusqu'à cette époque-là, on avait des codes de l'eau, mais extrêmement précis, partout dans le monde. Surtout là où l'eau était rare. Mais c'était toujours élaboré localement, en fonction de la situation locale, par les gens locaux. C'est vrai qu'on a eu les grands aqueducs romains, mais les grands aqueducs romains, c'était pour l'eau urbaine, c'était pour apporter de l'eau aux villes, c'était pas pour l'irrigation. Alors, avec ces développements-là, on a commencé à avoir des confusions dans notre littérature scientifique sur l'eau. La première confusion qu'on voit naître, à partir du moment où l'État décide, c'est moi qui décide où va l'eau, pour quel but, dans quelle quantité. Eh bien, la première confusion, ça va être une confusion sciemment entretenue, d'après moi, entre utilisation et consommation. Alors, soyons très clairs. Et ça va changer complètement la manière dont vous voyez l'eau du moment que vous le saisissez. On utilise l'eau quand on interagit avec la trajectoire de l'eau. Par exemple, si vous vous lavez les mains sous votre robinet, vous venez d'utiliser de l'eau, mais vous ne l'avez pas consommée. Vous consommez l'eau lorsqu'elle sort du système terrestre. Jusqu'à présent, il y a 3 manières pour l'eau de sortir du système terrestre. Soit elle s'évapore à partir du bitume d'un parking, par exemple, ou bien elle est transpirée par un animal ou par une plante, ou bien elle atteint la mer. Et pour l'instant, il n'y a pas d'autre manière de consommer l'eau, tout simplement. Alors, évidemment, la transpiration des plantes, c'est ce qui va devenir la plus grande consommation de l'eau. Alors, la plus grande utilisation de l'eau en France, maintenant, c'est l'énergie. Mais si vous turbinez un barrage, vous utilisez l'eau, mais vous ne la consommez pas. Elle reste dans le système terrestre. Si vous refroidissez un réacteur nucléaire, je ne dis pas que je suis en faveur des réacteurs nucléaires, mais si vous refroidissez un réacteur nucléaire, vous utilisez l'eau, mais vous ne la consommez pas. Par contre, vous changez sa température. Vous la relâchez plus chaude que ce que vous l'avez prise. Alors, cette première confusion a vraiment intégré, elle était intégrée par le discours scientifique. On va confondre utilisation et consommation. Et ça, c'est très, très dangereux. Parce que ça nous empêche de comprendre comment, collectivement, on pourrait améliorer notre gestion de l'eau. En fait, collectivement, ce qu'on devrait imaginer faire, c'est maximiser les utilisations de l'eau le long de la trajectoire de l'eau et mettre l'utilisation consommatrice en bout de chaîne. D'accord ? Comme ça, on peut essayer de satisfaire la majorité des acteurs, des utilisateurs. Et dans les utilisateurs, j'ai inclus les humains, mais aussi les non-humains.
Le ver de terre qui est dans la terre a besoin d'eau. Donc, quand vous laissez de l'eau traverser la terre, il traverse le ver de terre, il l'utilise, mais il ne la consomme pas. Et le ver de terre est terriblement important pour nous. Tout ça, ce n'est pas des détours. Il y a une méthode à ma folie, comme disait Shakespeare. Alors, on va faire un petit saut dans le temps. On va arriver maintenant au plan Marshall, que monsieur a annoncé. Pourquoi est-ce que le plan Marshall est aussi un point tournant pour nous en France? C'est que dans les accords du plan Marshall, on avait l'obligation de laisser les semenciers américains pénétrer dans le marché français. Les paysans français, jusqu'alors, reprenaient leurs propres graines de leur récolte et réensemençaient comme ça. La France n'a pas voulu que l'agriculture française devienne dépendante des semenciers américains. Donc, il crée l'INRA, qui produit un maïs hybride, et il le distribue gratuitement aux agriculteurs, de manière à ce que les semenciers américains ne puissent pas faire compétition. Alors, pourquoi est-ce que ça rejoint la question de l'eau, ça? Parce qu'on avait essayé d'emmener de l'eau d'irrigation, particulièrement dans le sud-ouest de la France, et les agriculteurs n'en voulaient pas. Et ce n'est pas une blague, vous pouvez trouver les lettres des agriculteurs aux archives départementales de Toulouse. Vous pouvez lire les lettres des agriculteurs qu'ils envoyaient à la préfecture en disant « S'il vous plaît, ne nous envoyez pas cette eau, nos prairies sont saturées en eau. Ne nous envoyez pas de l'eau d'après ce calendrier, parce qu'on n'en a pas besoin à ces dates-là. » Alors, pourquoi est-ce qu'on voulait leur envoyer de l'eau? On avait construit le canal de la Neste, et pour des buts de navigation. Le but du canal de la Neste, c'est écrit dans le projet en 1841. Ce projet, vous pouvez aller le consulter, il est aux archives des ponts et chaussées à Marne-la-Vallée. Eh bien, il disait que si ça avait été pour l'irrigation, l'État ne l'eût pas entrepris. Il savait utiliser le subjonctif à l'époque. Alors, pourquoi? La raison d'être de ce canal, c'était pour améliorer la navigation sur la Baïse. La Baïse, c'est un ensemble de rivières à débit intermittent qui se jettent dans la Garonne. Donc l'idée du canal de la Neste, c'était on prend de l'eau en amont dans la Garonne, on l'achemine en haut de la Baïse, on la transforme en rivière à débit permanent, des rivières pérennes, et comme ça, elles deviennent navigables. Et l'idée, c'est écrit dans le projet, c'est sortir la Gascogne de son état de barbarie, de primitif. S'il y a des Gascons dans la salle, je suis désolée, c'est ce qu'ils disaient, c'est ce que les Parisiens écrivaient dans le projet. Alors, le problème, c'est que les chemins de fer se développent pendant qu'on construit le canal de la Neste. 1864, il est achevé. Et pas de bol, maintenant, les chemins de fer ont les droits sur le canal du Midi et ils pratiquent des tarifs qui fait que c'est plus avantageux d'utiliser les chemins de fer. Plus personne va utiliser la Baïse pour transporter du bois ou du blé ou des choses comme ça. Du coup, il faut trouver une nouvelle vocation à cette infrastructure. Alors on dit, maintenant, c'est pour l'irrigation. Mais les agriculteurs n'en voulaient pas. Et là, il y a un alignement des planètes avec le plan Marshall. Parce qu'on apporte du maïs, des semences de maïs hybrides gratuites aux agriculteurs. On leur apporte l'eau, les bornes et l'eau gratuitement, malgré eux, parce qu'ils n'en voulaient pas, donc il fallait que ce soit gratuit. Et puis, assez rapidement, dans les années 60, on a le programme agricole commun, la politique agricole commune, et là, on va les subsidier pour faire du maïs. Alors, ce maïs, dans le sud-ouest de la France, est extrêmement récent, et ça a été fait malgré les agriculteurs. Ce n'est pas eux qui l'ont demandé. Mais c'est devenu une grande utilisation de l'eau et une grande consommation de l'eau. Alors pourquoi est-ce que partout dans le monde, l'agriculture, c'est le premier consommateur d'eau? Globalement, dans la planète, 80% de l'eau qui est consommée dans l'agriculture. Parce que la plante, contrairement à nous, elle ne peut pas venir se mettre à l'ombre pour éviter le soleil. Et donc, elle transpire pour rester vivante. Et c'est pour ça que l'agriculture, c'est toujours le premier consommateur partout dans le monde de l'eau. Mais ce n'est pas le premier utilisateur. Donc en France, quand on regarde les prélèvements d'eau sur le milieu, l'agriculture, c'est le troisième. En premier, c'est l'énergie, après, c'est l'eau potable, ensuite, c'est l'agriculture pour les prélèvements d'eau. Mais c'est de loin le plus grand consommateur d'eau. Et ça, il faut vraiment garder la distinction en tête. Alors, et ça va entraîner cette manière de faire, d'aller forcer les agriculteurs à prendre de l'eau, ou les pousser à prendre de l'eau et à la consommer. Ça va créer une autre deuxième grande confusion. Et si vous pouvez sortir de cette salle sans plus jamais tomber dans le piège de ces trois confusions que je vais vous dire, alors c'est bon, j'aurai fait mon boulot, je peux mourir en paix. Non, c'est sérieux. C'est que la deuxième confusion qui va naître, c'est une confusion entre besoin et demande. On va dire, ils ont besoin d'eau pour le maïs.
Nenni, ils n'ont pas besoin d'eau pour le maïs. C'est une demande économique parce que c'est rentable de faire du maïs étant donné les circonstances bien particulières où on apporte de l'eau gratuite, où il y a les aides de la PAC et où il y a ce maïs hybride qui a été développé par l'INRAE. Enfin, qui s'appelle INRAE maintenant, ça s'appelait INRA à l'époque. Alors, il faut distinguer besoin de demande. Un besoin, c'est déterminé par la biologie. Vous avez besoin d'eau pour boire, vous avez besoin d'eau pour cuisiner, vous avez besoin d'un minimum d'eau pour l'hygiène. Ça, c'est un besoin physiologique, c'est incompressible. Et je crois qu'on est tous d'accord qu'on a une obligation collective à faire en sorte que les besoins des vivants soient satisfaits. Et je dis bien des vivants, parce qu'il y a les besoins des humains, mais aussi les besoins des non-humains. Les vers de terre dans le sol, j'y reviens, c'est mes animaux préférés. Ils ont besoin d'eau pour vivre. Par contre, une demande, c'est un concept économique. C'est la quantité d'eau que vous êtes prêt à acheter à un prix donné. Alors, techniquement parlant, votre demande peut être parfaitement satisfaite si vous êtes même si vous êtes en train de mourir de soif. Parce que si vous ne disposez d'aucun revenu, votre demande est automatiquement satisfaite. Donc, surtout, ne pas confondre besoin et demande. Le golfe au bord de l'Hérault, qui a reçu son autorisation pour s'installer et qui veut irriguer à partir de l'eau de l'Hérault, c'est une demande économique. Mais eux, ils disent on a besoin d'eau. Ne pas confondre, distinguer besoin et demande. Déjà, ça éclaircit les choses. Et alors, avec ces deux confusions qui étaient nées entre utilisation et consommation, entre besoin et demande, maintenant on est dans l'ère de la globalisation. Et là, on voit des choses qui se passent partout sur la planète, c'est les mêmes enjeux. Quand je vois ce qui se passe avec les mégabassines, quand je vois ce qui se passe avec le maïs, je vois la même chose que ce que j'ai vu en Palestine. J'ai 28 ans d'expérience de recherche sur l'eau en Palestine, c'est ma grande spécialité. On a partout dans le monde le développement de l'agriculture sous contrat. Et ça, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Quand on fait de l'agriculture sous contrat, au moment où on sème la récolte, on sait, elle est déjà vendue, la récolte, et on sait à quel prix elle va partir. L'agriculture sous contrat, on va la faire avec McDonald's, avec des grandes chaînes de supermarchés. En Zambie, moi j'ai vu ça déjà en 2003, en Zambie, tous les haricots verts de Zambie partaient dans les supermarchés britanniques. C'est de l'agriculture sous contrat. Alors, ça rassure l'agriculteur parce qu'il sait déjà à quel prix sa récolte va être vendue, mais ça le réduit à un technicien sur sa propre terre parce qu'il doit se plier à un cahier des charges extrêmement précis qui stipule tous les intrants qu'il doit apporter, tous les insecticides, les pesticides, etc., les engrais, quel type d'engrais il doit apporter sur sa terre. C'est plus lui qui prend les décisions. Et l'agriculture sous contrat, évidemment, là, ça va dépendre de plus en plus de l'irrigation. Pourquoi ? Même dans un pays comme l'Ouganda, on va irriguer. Il y a beaucoup de pluie en Ouganda. Pourquoi on va irriguer ? Pour contrôler la production. Parce que souvent, on peut avoir la même production agricole en pluvial, mais la différence entre le pluvial et l'irrigation, c'est que quand on irrigue, on contrôle. On contrôle le calibre de la pomme de terre à la date où on la produira. Donc, on peut scaler dans l'agriculture sous contrat avec les calendriers des usines de potato chips à l'autre bout de la planète. Donc, l'irrigation, c'est lié à l'agriculture sous contrat pour coller à des calendriers de production industrielle. Il n'y a pas de mise sur le marché de la production. Et c'est dans ce cadre-ci qu'on va voir les mégabassines apparaître comme un besoin, n'est-ce pas ? Parce qu'il faut coller à ces calendriers-là. Et d'ailleurs, les mégabassines, c'est quasi entièrement pour de l'agriculture sous contrat. Et on va voir l'arrêté sécheresse du Gard. Si les gens croient que j'exagère, je l'ai apporté, je l'ai imprimé, je l'ai. Vous pouvez voir article 12, page 13 du projet d'arrêté sécheresse du Gard qui était mis à discussion publique, spécifie que toutes les mesures de crise, donc tous nos petits agriculteurs d'oignons qui sont chimiques, notre agroécologie comme nos producteurs chimiques d'agriculture productiviste, sont soumis à des restrictions très dures lorsqu'on est en alerte renforcée ou lorsqu'on est en alerte de crise. Mais il est écrit, article 12, page 13, sont exonérés des mesures de crise, l'agriculture est exonérée des mesures de crise, l'agriculture sous contrat. Donc, on voit bien quel est le modèle économique qu'on est en train de privilégier. Et ça m'amène à la dernière confusion qu'il faut éviter. C'est-à-dire que l'eau est traitée dans ces cas-là comme un stock qu'on va distribuer. L'eau, ce n'est pas un stock. L'eau, c'est un flux. L'eau, elle coule.
L'eau, elle suit une trajectoire. Et avec ces trois confusions qu'on a ici, de présenter l'eau comme un stock, de présenter des demandes comme un besoin, donc de rendre toute demande légitime, n'est-ce pas, de présenter l'utilisation comme des consommations, on en vient à des aberrations. Et une aberration qui nous a été matraquée depuis plus qu'1 an sur tous les plateaux de télévision, c'était à propos de la réutilisation des eaux usées traitées. On n'a pas arrêté de nous matraquer en disant qu'en France, on gaspillait nos eaux usées traitées parce qu'on les relâche dans l'environnement et qu'on ne réutilise directement que 1%. Quand on relâche l'eau usée traitée dans l'environnement, on la met là où elle devrait être. En fait, elle va pénétrer dans le sol, elle va nourrir la biodiversité dans le sol. 24%, un peu plus que 24% de la biodiversité dans le monde, c'est dans le sol. Et c'est parce qu'il y a cette biodiversité que le sol est vivant et peut soutenir la vie végétale. Et elle va traverser le sol, elle va ressurgir dans un marais ou dans une source ou dans un puits. Il va y avoir un premier utilisateur, le ver de terre, un deuxième utilisateur, peut-être un être humain, un troisième utilisateur. L'eau va suivre une trajectoire où il y aura de multiples utilisations. Si vous la redirigez directement en réutilisation des eaux usées directement par une agrobusiness qui utilise du goutte à goutte, cette eau va être consommée en première utilisation et quitter le système directement. Donc, on nous dit, quand on fait la réutilisation des eaux usées traitées, on lui donne une deuxième vie. Oui, c'est vrai, on lui donne une deuxième vie, c'est sa dernière. Alors que si vous la laissez suivre une autre trajectoire, vous pourrez avoir de multiples utilisations de l'eau. Et alors, en fait, l'enjeu collectif auquel on est confronté, c'est sortir de ces trois confusions, de manière à pouvoir ensemble réfléchir et exiger démocratiquement une politique où on peut demander que tous, on se situe le long de la trajectoire de l'eau, de manière à pouvoir utiliser l'eau tout en la laissant à l'utilisateur suivant dans une qualité suffisamment bonne pour qu'il puisse, il ou elle, ou enfin si c'est un ver de terre, c'est hermaphrodite, en faire une utilisation correcte. Et c'est là où Valérie, donc en fait, j'ai déjà parlé un peu de ce que tous mes collègues ici vont parler. Valérie va insister là-dessus parce qu'elle va vous parler de la neige artificielle dans les stations de sport d'hiver. Tout le monde connaît Julien, n'est-ce pas, qui va vous parler des méga-bassines. Et Nicolas, lui, va vous parler du maïs. Donc, j'ai utilisé 18 minutes et 59 secondes. Je suis désolée, parce qu'on m'avait dit 15 minutes, pas plus. Alors, je m'excuse auprès des autres panélistes. Mais si vous voulez rester, on peut en parler toute la nuit. Merci Julie. La transition est toute faite pour donner la parole à Nicolas, porte-parole de la Confédération paysanne, donc et spécialiste de la gestion de l'eau au sein de cette confédération, et qui va nous faire un tableau rapide de l'état de l'agriculture en France et qui va nous montrer le lien direct entre les politiques de gestion de l'eau et les politiques agricoles qui sont menées dans ce pays. Voilà, à toi Nicolas. Eh ben, merci pour l'invitation, merci d'être là. Donc oui, moi je suis porte-parole de la Conf, je suis avant tout paysan, pas très loin d'ici, je suis paysan dans le Jura. Donc pour enchaîner un petit peu sur ce qui vient d'être dit, en effet, une des premières causes du problème dont on discute aujourd'hui sur la gestion de l'eau, notamment en agriculture, c'est les politiques publiques qui ont été mises en place depuis 50, 80 ans. Sortir de la guerre, il y avait une nécessité de reconstruire, il y avait une nécessité de produire plus pour nourrir nos populations, et il y a eu une accélération des politiques publiques autour de l'agriculture. Au moment où on aurait dû quelque part réinterroger ces politiques-là, quand on avait réussi quelque part à produire plus pour nourrir nos populations, plutôt que de se réinterroger sur notre modèle agricole, il y a eu une volonté de l'accélérer encore, de le livrer à un modèle néolibéral et concurrentiel pour continuer à produire plus, pas dans une logique de souveraineté alimentaire, mais dans une logique d'obtenir des parts de marché au niveau mondial dans l'objectif de nourrir le monde. On n'est plus dans un objectif de souveraineté alimentaire, mais on est dans un objectif de nourrir la planète avec notre agriculture. Donc ça pousse à une agriculture de plus en plus capitaliste.
ça pousse à une agriculture insoutenable climatiquement. C'est ce qu'on commence à voir aujourd'hui. Un des exemples, c'est les différentes politiques agricoles communes qui ont été mises en place d'année en année. On les connaît encore aujourd'hui. Et la politique agricole commune d'un début des années 90, en 92, elle impose une baisse des prix agricoles pour que le minerai agricole soit plus accessible pour l'agro-industrie, pour aller concurrencer sur les marchés mondiaux d'autres pays. Et elle vient compenser par des subventions les producteurs et les productrices qui sont plus rémunérés par la vente de leurs produits. Au passage, ça a imposé un autre paysage agricole, beaucoup plus spécialisé, beaucoup plus tourné vers une logique de produire plus à moins cher, et qui impose également le fait de faire disparaître des paysannes et des paysans. Entre 92 et maintenant, on a divisé le nombre de paysans par 3. On en avait un peu plus d'1 million dans les années 90. On en a maintenant difficilement 400 000. Donc cette logique-là, elle a poussé les paysans à s'agrandir, elle a poussé les paysans à chercher à produire plus, et la logique de l'irrigation, la logique des gains de productivité à l'hectare viennent également de là. C'était plus aussi intéressant, à partir de cette politique agricole commune, de cultiver des céréales que de cultiver de l'herbe. C'était plus également intéressant de cultiver du maïs irrigué que de cultiver simplement du maïs. À l'hectare, ça rapporte plus à un paysan de subvention de cultiver du maïs irrigué que de cultiver du maïs, que de cultiver de l'herbe. Donc, toutes ces logiques-là, elles sont imposées, j'allais dire, politiquement par les politiques européennes et mondiales qui poussent les paysans à s'agrandir, qui poussent les paysans à disparaître et qui les poussent à produire de plus en plus et de moins en moins cher pour l'agro-industrie. Sur le maïs, rapidement, Julie parlait donc de consommation. La consommation du maïs en France, c'est entre 20 et 25% de l'eau douce que l'on consomme annuellement. On n'a pas exactement les chiffres, mais en approchant différents moyens, différents calculs, on arrive à peu près à ça aujourd'hui. Donc c'est quand même quelque chose de majoritaire, de très important. Le maïs est la première surface irriguée en France. Et c'est pas forcément seulement dans une logique de souveraineté alimentaire, de moins en moins, ni même dans une logique de consommation du bétail. C'est-à-dire qu'au départ, le maïs est là pour nourrir les animaux. On a, nous, sur notre ferme, on a des vaches laitières. On a dans notre ration une partie de maïs grain qui nous permet d'équilibrer la ration. Nos vaches sont à l'herbe, majoritairement à l'herbe, au foin en hiver, un peu comme ici. Et dans la ration hivernale, on amène des céréales, de l'orge, du maïs et un peu de tourteau, soja, colza. J'ai fait le calcul vite fait. Pour nourrir nos 35 vaches, on a à peu près besoin d'1 hectare de maïs grain à l'année. Le maïs peut être une plante intéressante, si tant est qu'il se pose dans une logique de recherche de liens au territoire, de recherche de souveraineté alimentaire, et qu'il se pose la question de son impact sur l'eau et de ses besoins en eau. On n'a pas besoin d'irriguer tout le maïs pour produire du maïs grain ou du maïs en silage. Mais à chaque fois, il est pensé dans une logique d'intensification, dans une logique de produire plus. C'est plus intéressant, c'est plus facile de faire du lait pour des vaches en leur faisant manger du maïs et du soja qu'en les faisant manger simplement de l'herbe. On va avoir une productivité à la vache et à l'hectare qui sera plus importante. Est-ce qu'on a besoin de ça ? Est-ce que c'est ça qui doit générer les orientations agricoles, ou est-ce que ce qui doit générer les orientations agricoles, c'est la réponse aux attentes alimentaires du territoire et la recherche de souveraineté alimentaire? Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans une recherche de souveraineté alimentaire, malgré ce qu'on nous explique. On est bien toujours dans une logique de produire plus pour satisfaire les marchés internationaux. Nous, on réfléchit à la Confédération paysanne sur différentes propositions pour avoir une agriculture qui protège, qui préserve et qui partage la ressource en eau. On ne peut pas seulement penser l'agriculture et ses besoins en eau autour de l'irrigation. L'irrigation en France, c'est à peu près 7%
7% de la surface agricole utile. Ça veut dire qu'il y a 93% des surfaces agricoles qui ne bénéficient pas d'irrigation et qui bénéficient de l'eau qui tombe et de l'eau qu'il y a dans les sols. Donc à partir de là, la majeure question, la question la plus importante qu'on doit arriver à se poser quand on est agriculteur et quand on devrait être quand on est politique et qu'on a en main les politiques agricoles, c'est comment est-ce qu'on permet à l'ensemble de l'agriculture de bénéficier de l'eau dans les sols. On ne va pas avoir des politiques agricoles qui vont réfléchir à comment est-ce qu'on va faire tomber l'eau sur tel ou tel territoire. Encore heureux. Enfin, j'espère pas. Donc c'est comment est-ce qu'on a de l'eau dans les sols. Pour avoir de l'eau dans les sols, il y a différentes pratiques qu'il va falloir faire évoluer très largement pour retenir cette eau et ralentir le débit de l'eau, le cycle de l'eau. Il va falloir complexifier et diversifier les assolements. Il va falloir accompagner les paysans à s'affranchir des pesticides, des engrais de synthèse. Il va falloir remettre massivement de l'élevage à l'herbe. Il va falloir également développer l'agroforesterie. Il va falloir accompagner les paysans pour ça. On a notamment, j'en ai parlé dès le début, de la politique agricole commune qui va pouvoir accompagner les paysans pour ça, si tant est qu'elle prend un virage de ne plus être au service de l'agro-industrie, mais d'être au service des paysannes et des paysans, et d'être au service à la fois de la volonté de répondre à la demande alimentaire et à la fois de répondre à cette demande alimentaire dans le temps. C'est-à-dire qu'on aura une agriculture qui saura produire aujourd'hui, mais qui surtout se mettra en capacité de produire demain et après-demain. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une agriculture qui est de moins en moins capable d'être certaine de produire autant demain et après-demain. Si on va dans le bassin parisien, les rendements en céréales plafonnent depuis quelques années, malgré des pesticides de synthèse, malgré les engrais azotés, malgré la surmécanisation. À un moment donné, le sol ne peut plus répondre à tout ce qu'on lui amène dessus et ne peut plus arriver à produire plus. La seule agriculture qui sera en capacité de produire durablement, de produire longtemps et de nourrir les populations, ce sera une agriculture paysanne, une agriculture durable qui sera en lien avec les ressources, qu'elle soit l'eau, qu'elle soit le sol, et qui sera en capacité non seulement de s'adapter au dérèglement climatique, mais d'en atténuer les effets. Ça, c'est des premières solutions que j'exposais, c'est des solutions, j'allais dire, techniques, presque des solutions individuelles sur nos fermes et sur nos territoires. Ça doit passer par là. Ça doit passer aussi par des solutions collectives et politiques pour arriver à protéger les paysannes et les paysans, les protéger du libre-échange, avoir un protectionnisme économique qui leur permette d'être mieux rémunérés, qui leur permette de bâtir la souveraineté alimentaire et qui leur permette de changer les pratiques. Aujourd'hui, sur 100 € qu'ont fait les uns les autres d'alimentation, il y en a 7 qui reviennent aux paysannes et aux paysans. Comment est-ce qu'on peut faire avec une rémunération au ras des pâquerettes pour demander aux paysans à la fois de produire, à la fois de répondre aux besoins alimentaires du territoire et à la fois d'envisager les transitions et les changements de pratiques? C'est littéralement impossible. Ça ne l'est pas sur certaines productions. Moi, je viens d'une production, je suis producteur de lait à Comté, qui a la chance d'être régulée et protégée au sein du marché européen. Il y a quelque part une entorse au marché libre européen pour certaines appellations d'origine protégée, comme le Comté ou des productions alpines. Aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une bonne rémunération au litre de lait. Ça nous permet, à nous, sur notre ferme, d'être 2 sur 70 hectares d'herbe avec 35 vaches. On vit très bien à 2 avec 35 vaches sur notre ferme. C'est impensable dans un système agro-industriel où on va livrer son lait à Sodial, à Danone ou à Lactalis. Nous, à ce compte-là, on peut arriver à avoir des paysannes et des paysans nombreux, et c'est comme ça qu'on arrivera à faire évoluer nos pratiques. On peut arriver, avec ces paysannes et ces paysans nombreux, justement à faire évoluer ces pratiques, à se passer des pesticides, à accepter de produire moins, parce que produire moins, ça ne va pas vouloir dire affamer les gens. Produire moins, ça va juste vouloir dire produire en fonction des ressources qu'on a sur notre territoire. Si on produit moins à l'échelle mondiale, ce ne sera pas une famine demain. Aujourd'hui, il y a environ entre 25 et 30% de l'alimentation qui est gaspillée au niveau mondial. Elle est majoritairement gaspillée, non pas dans les frigos des uns et des autres. On essaye à chaque fois de ramener sur la responsabilité individuelle des gens. Elle est beaucoup plus gaspillée à l'échelle
de la production, de la transformation et de la distribution. Et c'est là qu'il va falloir enclencher les transformations pour sortir de ça. Donc, on est capable d'avoir une agriculture qui nourrira la planète en ayant une agriculture paysanne, une agriculture biologique, une agriculture durable. C'est d'ailleurs elle, aujourd'hui, qui avec moins de surface, qui avec moins de soutien public, qui avec moins d'impact sur nos ressources, nourrit plus de population à l'échelle mondiale. L'agriculture paysanne nourrit la majorité de la population en étant sur les marchés locaux, en étant partout sur la planète, en lien avec la demande alimentaire des territoires. Donc ça passera par des ajustements techniques sur nos fermes, ça passera par un modèle économique qui sera revisité politiquement, et ça passera également par encourager des pratiques agricoles sobres en consommation d'eau. Ça veut dire plafonner l'irrigation sur les fermes. Même si l'irrigation, c'est que 7% de la surface agricole utile, il va bien falloir lui imposer certaines limites. Donc plafonner les volumes d'irrigation par ferme en fonction des actifs qui sont sur la ferme, du nombre d'actifs, en fonction des différentes productions qui sont sur la ferme. Est-ce que c'est des productions qui sont en lien avec la souveraineté alimentaire ou est-ce que c'est des productions qui sont en lien avec l'objectif de marché mondial et d'obtenir des parts de marché comme ça l'est lié au bassin en Poitou-Charentes? Il faudra revoir les volumes historiques sur ces différentes fermes, également sur ces différents territoires, pour les redistribuer avec ces objectifs de souveraineté alimentaire. Et il faudra prioriser les usages. Prioriser et plafonner. Et pour nous, les usages prioritaires et principaux, ça va être l'abreuvement du bétail, en réinterrogeant également la présence de nos animaux et du bétail dans cette logique de souveraineté alimentaire, parce qu'on pourrait bien abreuver du bétail qui soit aussi dans une logique d'export et dans une logique d'aller concurrencer des marchés internationaux. On est toujours dans cette logique-là de recherche d'alimentation locale et durable. Et la deuxième priorité, ce sera des productions alimentaires à forte valeur ajoutée en emploi sur nos territoires. On pense notamment aux fruits et légumes. On est aujourd'hui en France déficitaire à 50% de notre alimentation en fruits et légumes, alors qu'on était autonome au début des années 2000. On n'arrivera pas à faire pousser des fruits et légumes sans eau. Donc il va falloir prioriser sur ces productions-là, si tant est, encore une fois, qu'on se met dans une logique d'accès à une alimentation et de choix à l'alimentation par les populations locales. Et juste, je vais terminer en disant que dans les politiques qu'il faudra faire évoluer également, il va falloir stopper la construction des méga-bassines. Parce que dans la logique d'irrigation, de sur-irrigation et d'impossibilité de plafonner et de prioriser, les méga-bassines sont un outil absolument dévastateur. On a pris part à toutes les mobilisations contre les méga-bassines et on va continuer à la Confédération paysanne. Et ça interroge. Ça interroge parce que certains estiment qu'un syndicat agricole ne devrait pas s'opposer à d'autres agriculteurs, ne devrait pas s'opposer à des outils destinés à des agriculteurs. Eh bien, on n'a pas peur de dire que si. On va continuer à s'opposer à ces outils de méga-bassines, bien qu'ils soient collectifs, bien qu'ils soient liés aux agriculteurs, parce que c'est des outils qui dessinent un monde agricole dont on ne veut pas. C'est des outils qui dessinent un monde agricole sans paysans. C'est des outils qui dessinent un monde agricole avec une perte d'autonomie. C'est des outils qui vont faire que les paysans, dans 10 ou 15 ans, ils seront dans le mur, encore un peu plus que ce qu'ils le sont aujourd'hui. Si dans 10 ou 15 ans, les paysans qui ont investi, parce que les bassines sont construites avec beaucoup d'argent public, mais il y a aussi de l'investissement des paysannes et des paysans qui croient en ce modèle-là, qui croient en tout cas à ce qu'on leur vend. Si dans 10 ou 15 ans, ils ont investi, que les bassines, ils ne peuvent plus les remplir, parce que ça va arriver, parce qu'il y aura un manque d'eau, parce qu'il y aura une guerre de l'eau, parce qu'il y aura une concurrence. Ils auront investi, ils n'auront plus d'eau. Qu'est-ce qu'on va leur dire à ce moment-là? On va leur dire qu'on s'est trompé? On va leur dire qu'il va changer, qu'il va falloir changer, que ça va être sur eux que va poser cette responsabilité-là? Moi, ça me fout en rogne de penser ça aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, si les fonds publics qui devraient être investis dans les méga-bassines, on les investit massivement dans l'accompagnement des paysannes et des paysans à changer leur modèle agricole, à être moins dépendants de cette irrigation, à être dans une logique de sobriété des volumes d'eau utilisés, eh ben on aura fait notre boulot, on leur aura permis de retrouver une autonomie, on leur aura permis de non seulement s'adapter, mais d'être dans une logique d'atténuation par rapport au dérèglement climatique et à cette concurrence en eau. Donc,
très clairement, pour nous, les bassines ne sont absolument pas la solution. Elles sont une réponse complètement inadaptée au problème. Elles ne répondent d'ailleurs pas aux causes du problème. Elles viennent juste mettre un pansement sur une jambe de bois. Donc à partir de là, 1, il faut les arrêter. 2, il faut se mettre en capacité de repenser le partage de l'eau autrement, et il faut se mettre en capacité d'imposer un modèle agricole qui soit plus en capacité de rémunérer les paysans, de vous nourrir en qualité et de nous permettre de produire demain durablement. Excusez-moi, je ne peux pas me résister. Je vais citer Benoît Biteau. Vous remarquez comme mon collègue est révolutionnaire, il veut donner de l'herbe à manger à des herbivores. C'est un révolutionnaire. Merci Nicolas pour toutes ces explications qui doivent en éclairer plus d'un sur les logiques de politique agricole actuelle et qui surtout nous donnent vraiment un réel espoir parce que dans ton propos, il y a des propositions claires et précises pour faire évoluer ce modèle. Alors, je vais laisser maintenant la parole à Julien Leguet, qui est batelier de son métier et qui est porte-parole du collectif Bassines Non Merci. Je te laisse te présenter, Julien, et puis tu vas nous expliquer pourquoi ces bassines, nous réexpliquer à ta façon pourquoi ces bassines sont une mauvaise chose. Et tu vas aussi appuyer sur un point qui est important, c'est que la lutte que tu as menée ou que tu as coordonnée a fait apparaître une convergence des luttes, une convergence entre différentes sphères militantes qui ont des modes d'action parfois différents, mais qui, réunis tous ensemble, prouvent que cette lutte collective et solidaire est tout à fait possible. À toi, Julien. Bonjour à tous. Et puis, déjà, je ne vais pas me présenter, tu l'as fait, je suis batelier dans le Marais Poitevin, porte-parole, ça va. Par contre, je vais vous présenter le personnage, le passage clandestin. C'est un caneton en plastique de Mel. Mel, c'est cette commune qui, comme vous le faites aujourd'hui, a accueilli tous les manifestants après la bataille de Sainte-Soline. Et on sait ce que c'est d'être accueillant et de se mettre en disponibilité pour faire l'énorme boulot qui va être fait, par exemple, ce week-end. Et donc, je voulais vraiment remercier toute l'orga, les gens qui accueillent, etc. C'est du gros taf. Et notamment, la première satisfaction d'avoir traversé la France pour venir ici, c'est d'avoir rencontré Julie. Ça va être des journées fécondes et fertiles. Il y a des cerveaux qui vont s'agiter en tous sens. Et oui, le peu d'échanges qu'on a eu, et tu nous as même pas parlé de la Palestine et de tout ce qui se passe là-bas. Enfin, on peut en parler, mais on reste calme. Parce que la chose dont on va parler là, c'est bien ces questions de conflictualité. C'est bien ces questions de comment les différents besoins peuvent se heurter entre eux, et comment surtout besoins et demandes se heurtent au point d'aller ce triste épisode que vous avez tous suivi au mois de mars, avec un État qui va faire usage de bombes sur sa population, sur le peuple de l'eau. Et donc, je voudrais aussi commencer mon intervention par un hommage à tous les camarades, à Serge, Nico, Esther et les 200 camarades mutilés, blessés par les forces de l'État. Et à qui on pense très fort et qui pensent leur plaie et qui, un à un, reviennent à nous. Voilà. Donc, ça met aussi dans le bain, un mauvais jeu de mots. Comment on en arrive là? Et puis évidemment, à la fin de mon exposé, ce sera quelles sont les perspectives pour en sortir. Parce qu'on n'est pas sorti de la berge, comme on dirait dans le Marais, on est en plein dedans. Et en face, on voit bien qu'on a un gouvernement plus crispé que jamais et plus jamais fidèle à son idéal capitalistique. Là, on a vraiment affaire à l'aboutissement d'une politique d'accaparement. Et là, c'est particulièrement visible puisqu'il s'agit d'accaparement d'une ressource vitale pour tous. Donc c'est parti, comment on en arrive là? Alors il y a tout le contexte que Julie a décrit, le plan Marshall, ce maïs qui s'installe, ce maïs dont il est toujours utile de rappeler qu'il s'agit d'une plante tropicale et que donc ses besoins biologiques
correspondent à des climats tropicaux. Et ce qui fait que le maïs crée un déficit dans le cycle de l'eau et crée des systèmes, des situations de crise, c'est que ce maïs, il a son pic de consommation en juillet-août, au moment où l'eau est la plus précieuse, au moment où tout le monde a des besoins et des demandes. Et que ce maïs, et on va l'illustrer, gagne toujours les arbitrages d'État, systématiquement. C'est maïs über alles. Et ouais, c'est un petit peu tendancieux, ça. J'en conviens. Mais c'est un petit peu... Mais si notre slogan, c'est No Bassaran, et que ça fait référence à No Passaran, c'est que c'est quand même des formes de totalitarisme qui s'exercent aujourd'hui, et de totalitarisme qui s'exerce sur nous, humains et entre humains, mais également un totalitarisme vis-à-vis de l'ensemble des non-humains et non-humaines qui n'ont jamais voix au chapitre. Et puis c'est pas moi qui le dis, la loi sur l'eau, ou la loi cadre sur l'eau, elle est très claire là-dessus. Il y a une hiérarchisation dans les usages de l'eau. C'est d'abord l'eau potable et l'eau sanitaire, ensuite c'est l'eau pour tout l'ensemble du milieu naturel, et en dernier lieu, c'est l'eau économique. Et dans l'eau économique, l'eau agricole. Et vous aurez bien compris qu'avec cette logique de bassine, qui consiste, je le dis rapidement, à faire un grand cratère, à bâcher ce cratère et à pomper l'eau des nappes phréatiques pour remplir le cratère, en basant la croyance sur le fait que si on prélevait en hiver, ça aurait peu d'impact et qu'on pourrait continuer à faire du maïs et autres cultures irriguées comme si de rien n'était, et sans perturber ou voire en améliorant le cycle de l'eau, c'est évidemment une logique qui est au service de certains intérêts et qui aujourd'hui se heurte complètement à l'ensemble des autres usages. Si notre logo à Bassine Non Merci, c'est une bassine en plastique avec un robinet dedans, c'est bien pour illustrer que c'est l'eau potable contre l'eau économique et cette eau agricole-là. Voilà. En disant ça, et puis on va être fidèle à ce qu'on se dit depuis longtemps, hein, il y a des formes d'irrigation qui peuvent être vertueuses. Il y a des formes de culture qui nécessitent impérativement une irrigation. Et la question qu'on caresse tous depuis tout à l'heure, c'est quelle irrigation pour quel besoin sur le territoire. Et en effet, si c'est pour de la relocalisation, c'est la problématique que tu posais avec quel élevage également. Hein. Si c'est pour faire de la vache en stabule qui ne voit pas le jour et puis qui va se retrouver à l'autre bout. Enfin, on voit bien. Là, on a traversé la France pour venir jusqu'ici. On a vu que prairies et troupeaux en liberté à travers le Massif central ou le nord et la Creuse, etc. Chez nous, les vaches, on ne les voit plus. Il y a quelques vaches encore qui font de la viande dans les quelques prairies en contrebas dans le Marais Poitevin. Et puis toutes les vaches qui font du lait, elles restent en stabule. Elles ne savent plus ce que c'est un brin d'herbe, elles ne savent plus ce que c'est le dehors. Et on les nourrit notamment à grands coups de maïs. Et tout de suite, je fais un petit pont. Tu as dit tout à l'heure que l'AOP permettait de sauvegarder une manière de faire, une forme de paysannerie. Comme quoi un outil peut être une chose et son contraire selon qui le pilote. Chez nous, aujourd'hui, l'AOP, c'est appellation d'origine protégée. Voilà. Ou comme les AOC, c'est le même genre de logique. Chez nous, il y a une AOP pour le beurre de Charente-Poitou. Vous savez, il y avait une pub à l'époque, Charente-Poitou. Enfin, voilà. Et depuis 2018, dans le cahier des charges de cette AOP, ça impose à ce que les vaches qui sont élevées en stabulation soient nourries à 50% de maïs, sous toutes ses formes. Voilà. Donc je vous invite d'ores et déjà à faire de la pub autour de vous. Le beurre de Charente-Poitou, le bon beurre au goût de maïs. Et quand je vais vous expliquer pourquoi ils se sont spécialisés là-dedans, c'est bien, ça décrypte bien la chaîne agro-industrielle qui nous mène à cette perte-là. C'est qu'en faisant du maïs, en mettant ces doses de maïs dans le lait, ça stabilise entre guillemets le lait. Alors, je ne suis pas spécialiste de chimie moléculaire dans les produits lactés et tout, mais c'est vachement intéressant cette stabilité pour pouvoir capter un marché de niche qui est la pâtisserie industrielle. Voilà. Et donc, on a conditionné l'élevage et les conditions d'élevage de bestioles, et en fait, de mal-élevage. Enfin, c'est de la maltraitance. Concrètement, il ne faut pas se leurrer. Une vache qui est nourrie en stabule et qui ne voit pas le dehors, ce n'est pas une condition animale satisfaisante, c'est évident, pour répondre à ces besoins-là. Voilà. Allez, les bassines. Alors, déjà, ces bassines, il faut les resituer dans un contexte géographique, qu'est le Marais Poitevin, puisque les premières bassines en France arrivent ici. Et je fais bien le distinguo avec ce que je disais tout à l'heure. Vraiment, la bassine, c'est un cratère creusé, plastifié, rempli par pompage. Je ne parle pas des retenues collinaires.
Il faudra qu'on parle des retenues collinaires, mais ce n'est pas ce système-là. Quand on parle de retenues collinaires, c'est plutôt capter de l'eau qui dévale et qu'on stoppe dans son cycle, qu'on va stocker et qu'on va utiliser ensuite. Une partie peut éventuellement continuer le flux. Ce n'est pas ça la bassine, c'est vraiment... on vient pomper l'eau la plus pure et la plus potabilisable, l'eau des nappes, et qui en plus, il est aussi utile de rappeler qu'avoir des nappes phréatiques importantes et hautes au printemps, c'est la garantie de pouvoir relarguer de l'eau au milieu pendant tout le reste de la saison sèche. C'est à ça que servent les nappes. Et c'est bien ça que remet en cause le fait que ces bassines elles puissent être remplies jusqu'à la fin mars. En fait, en les remplissant jusqu'à la fin mars, on génère des conditions de la sécheresse qui vient. On tape dans le stock qui était dans le sol, et c'est Florence Abès, une éminente hydrogéologue, qui le dit tellement bien, hydroclimatologue, la meilleure manière de stocker l'eau, c'est dans le sol. Et parce que, évidemment, ça la protège de l'évaporation, mais également, et puis il y a une part de filtration, mais également ça la maintient au frais. Et ça, je pense que c'est un truc qu'on n'a pas encore bien imprimé, qu'un des critères de qualité de l'eau, mais peut-être que quand on est à la montagne, ça parle plus, c'est le fait qu'elle soit fraîche. Une eau, quand elle dépasse 25 degrés, et rajoutez-y une pincée de nitrate et une pincée de phosphate, et vous avez des milieux qui s'eutrophisent et qui rapidement ne sont plus propres à la vie. Chez nous, on est au stade où les rivières sont en train de se transformer en été en mares à cyanobactéries. Voilà. Alors, les bassines, elles se sont imposées dans le Marais Poitevin à partir des années 2000. Notamment parce qu'il avait été démontré que sur ce Marais Poitevin, les politiques d'État qu'on avait mentionnées avaient permis une irrigation telle dans les années 90, en fait, ça vient assez tard, qu'à partir du moment où cette agriculture surirriguée s'est imposée, on est rentré dans une logique de manque chronique d'eau. Chaque été, le marais était à des niveaux très bas et toutes les rivières qui alimentaient le marais étaient à sec de plus en plus tôt. Aujourd'hui, on est dans une situation où, sur les 2500 km de rivières des Deux-Sèvres, on a chaque année entre 1000 et 1500 km de rivières qui se retrouvent à sec. Des rivières qui étaient des rivières qui couraient, des rivières pérennes, où la sec était vraiment l'exception. Ouais, en effet, quand on regarde dans l'histoire, oui, en 1976, il y a eu quelques tronçons qui étaient à sec. Aujourd'hui, c'est devenu chronique, c'est systématique. Et là où le bas blesse, et où peut-être l'État s'est dit, là, il va falloir qu'on fasse quelque chose, c'est que le Marais Poitevin, c'est aussi la deuxième zone humide de France. Et que dans les années 90, la France a été condamnée par la Cour européenne de justice, justement parce qu'elle ne respectait pas les directives environnementales européennes, les engagements qu'elle avait pris à préserver un certain nombre d'habitats naturels et d'espèces, et notamment ce qui avait été retenu par la Cour européenne de justice, c'est que, alors d'un côté, il y avait du drainage de zones humides, et dans ce Marais Poitevin, dans les années 70, 80, 90, on a drainé 35 000 hectares de prairies naturelles humides au lieu de la biodiversité, notamment pour la migration des oiseaux en Europe, avec tout un tas de canards et de courlis et de bécassos et tout ce que vous voulez, qui avaient besoin de ces espaces-là pour refaire le plein en cours de chemin. Et donc, qui ont été ni plus ni moins drainés avec des fonds publics. On va retrouver les mêmes logiques que sur les bassines. Et mise en culture de maïs essentiellement. Et puis également mis en évidence les conséquences de cette surirrigation. Alors je vais donner quelques chiffres clés, et puis vous verrez bien un peu l'ambiance. Au début des années 70, en Deux-Sèvres, l'irrigation, c'est 450 hectares irrigués. En 88, c'est 950 hectares irrigués. Début 2000, c'est 30 000 hectares. Donc la colonisation, moi je parle de stratégie néocoloniale, enfin c'est bien des... Elle est venue tard. Et depuis, évidemment, la situation est chroniquement problématique. Et donc comme la France a été condamnée par la Cour européenne de justice, elle a dû démontrer qu'elle avait pris conscience de la problématique du Marais Poitevin et qu'elle allait mettre en œuvre tout un tas de mesures pour essayer, et on est en Poitou-Charentes, de ménager la chèvre et le chou. Et donc, une des solutions magiques qui a été sortie du chapeau et qui a été portée par un organisme qui s'appelle la CACG, la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, dont je vous toucherai deux mots, peut-être dans les questions. La CACG a fait le tour des décideurs et des forces vives du Marais Poitevin pour leur dire on a une super solution qui va permettre de continuer à faire du tourisme, qui va permettre de continuer à maintenir la biodiversité tout en maintenant la surirrigation, c'est de faire des réserves en hiver pour les consommer en été.
Et voilà, les méga-bassines étaient dans les tuyaux. Et c'est à la fin des années 90 qu'il y a un premier rapport. Il y a le rapport Simon, c'est un attaché interministériel qui parle de retenue bâchée. Et après, il y a Roussel qui vient faire un rapport avec un programme en 7 points. Et dans les 7 points, donc c'est 7 points pour convaincre l'Europe de ne pas appliquer la peine, il y a la création de, à l'époque, 50 réserves de substitution, c'est comme ça qu'on les appelle techniquement, avec tout de suite un budget alloué de 100 millions d'euros. Et ça, c'était à l'entrée des années 2000. Et malheureusement, aujourd'hui, on en est à 40 de ces bassines. Le programme est en grande partie réalisé, puisqu'il y a 26 bassines qui ont été construites dans le sud Vendée, qu'il y en a 8 qui ont été construites en Charente-Maritime, qui depuis 10 ans sont considérées comme illégales par les tribunaux administratifs et qui néanmoins sont néanmoins utilisées et re-remplies chaque année. Et puis donc, il y a 6 ans, on a découvert que la dernière rampe de lancement pour faire aboutir ce programme-là, eh bien, c'était de créer 19 nouvelles bassines sur les Deux-Sèvres. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là, donc on est en 2017, qu'il y a une alliance locale qui se met en place pour lutter contre ces 19 puis 16 méga-bassines. Et où, à l'époque, les porteurs de projets, qui sont une coopérative d'irrigants, avaient l'objectif que les 19 ouvrages soient finis en 2020. Et pour l'instant, ce n'est pas l'histoire. Et si aujourd'hui, il y a bien 1,5 bassines qui ont été construites, on résiste très fort. Et je pense que même dans le camp d'en face, ils se rendent bien compte qu'ils n'iront pas au bout. Ils ne feront pas les 16 bassines. Et ça, ils ne l'avaient pas anticipé. Néanmoins, et si on résiste très fort, et si depuis 2 ans, depuis que les travaux ont commencé à Mosée-sur-le-Mignon, ben on est monté en gamme. Quand, après avoir utilisé toutes les formes de lutte possibles et imaginables dans le champ démocratique et pacifique, et enfin, tout ce qu'on fait tout le temps, quoi. Des recours, des réunions pédagogiques, des randonnées pédagogiques, faire en sorte que les citoyens comprennent et s'approprient, et puis d'être en fait dans un jeu politique. Ben, quand tout ça, quand en plus il y a tout un tas de décisions de justice qui vont dans notre sens, et qu'en dépit de ça, on a un État qui dit banco, on y va, envoyer les pelleteuses, envoyer les rouleaux compresseurs, et puis si ça coince, on enverra à l'armée. Ben, c'est ce qui s'est produit, et c'est ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui, avec ce paroxysme de cette manif de Sainte-Soline le 25 mars, où on se retrouve à près de 25 000 personnes issues de partout en France, mais aussi de très nombreux autres pays. On a aussi des camarades qui ont traversé les océans pour venir témoigner sur des tables rondes, et où on a pu justement mettre en regard que c'était bien les mêmes logiques prédatrices qui étaient à l'œuvre, et qui même laissent présupposer que c'est bien en s'alliant et en ayant cette lecture-là mondiale qu'on a une chance de faire tomber les monstres qui sont prêts à la fois à mettre en place ce genre de plan et à la fois envoyer l'armée pour les accomplir. Donc aujourd'hui, on est bien dans cette situation où ça résiste plus que jamais, où il y a eu un épisode dont on sait aujourd'hui qui sera historique. Quand j'entends dans les médias Sainte-Soline, en fait, les gens ne définissent même plus ce que c'était. C'est Sainte-Soline. Donc qu'est-ce que l'histoire retiendra ? Qu'est-ce que c'est Sainte-Soline aujourd'hui pour vous, pour nous, et qu'est-ce que ce sera dans 10 ans ? C'est une vraie bonne question. C'est la question du qui écrit le récit. Et est-ce que ce sera l'histoire de Darmanin, qui dira qu'il y a d'affreux éco-terroristes qui auront osé envoyer 3 cailloux à sa flicaille et auront fait cramer 3 bagnoles ? Ou est-ce que l'histoire retiendra qu'il y a eu 25 000 personnes qui sont venues défendre un bien commun, qui n'avaient pas d'autre objectif que de rentrer dans un trou ? C'était un trou symbolique, évidemment, que Sainte-Soline. S'il n'y avait pas d'enjeu stratégique ou de dégradation, l'État aurait parfaitement pu faire le choix de dire on se retire. Il n'y avait rien à protéger. S'il y avait des grilles, donc je crois que la fonction, c'est de protéger. Enfin, vous voyez les aberrations. Et donc, je vais m'arrêter là parce que je vois le temps qui passe, et puis il va falloir faire le pont, et puis il faut vraiment qu'on puisse faire une place au débat, aux échanges. Je pense que ce qu'il faut attendre d'un tel week-end, c'est qu'en effet, on se nourrisse, on partage les constats, mais il faut aussi qu'il puisse y avoir le temps du comment on s'organise, qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Et voilà, je vais m'arrêter là pour qu'il y ait un peu de place au débat, et merci à vous.
Merci Julien. Eh bien, tu nous as parlé des luttes qui ont été menées dans ton pays. Valérie, maintenant, va nous parler d'une lutte qui a été menée ici, en Haute-Savoie. Valérie va se présenter. Elle est présidente. Elle est émue, mais je suis autant qu'elle. Elle va nous présenter un petit peu son association, Résilience Montagne, et elle va nous parler des conséquences de cette politique de l'eau et de ce qui l'a conduit ici, dans les régions de montagne, à travers les plans d'aménagement du territoire, et puis la construction et l'extension des stations de ski et des remontées mécaniques et des infrastructures touristiques nécessaires pour faire fonctionner tout ce système, et qui nous conduit à avoir des projets de construction de bassines, notamment à Beauregard. Alors Valérie, bien, c'est à toi. Merci. Donc Valérie Pommier, je suis annécienne et j'ai fondé Résilience Montagne il y a un petit moment pour travailler foncièrement la résilience des territoires de montagne dans les stations et en village. Et je fais partie du collectif Sauvons Beauregard, qui est une coalition de plusieurs associations et collectifs qui se réunissent à la Clusaz, sur le plateau de Beauregard, pour lutter contre une retenue particulièrement. Sachant que cette retenue particulièrement est visible partout dans montagne aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une véritable stratégie d'augmenter les retenues d'altitude en montagne, pas collinaires, parce qu'effectivement, elles ne sont pas remplies, ou à la marge, elles sont remplies par ruissellement, mais elles sont plutôt remplies par captage des sources, qui souvent alimentent les villages en eau potable, et elles sont quelquefois, au niveau impact, responsables donc d'assèchement de torrents ou d'amoindrissement de débit dans les rivières. Quand un torrent est asséché, on y tue toute vie piscicole. Et on atteint ce qu'on appelle, ce que disait Julie tout à l'heure, les bassins versants. À la Clusaz particulièrement, si cette retenue un jour est faite, c'est la 5e. Elle est remplie par un captage de source qui est en aval. L'eau est montée à grands coups d'énergie dans un grand trou béant, grossièrement. On artificialise un immense trou. On met une bâche plastique. L'eau qui était propre en bas devient, on va dire, impropre à la consommation dans la bassine. Si on a envie de dire qu'il s'agit d'une bassine multi-usage et qu'on va l'utiliser pour l'eau potable, il faut donc la potabiliser, alors qu'en bas, elle était quasi propre en source, ou quelquefois même propre. Donc tout ça, et une fois qu'elle est en haut, on utilise à nouveau de l'énergie pour la mettre dans des canons. Pourquoi tout ça ? En fait, c'est pas anecdotique. Aujourd'hui, la neige artificielle en station, on peut dire que le taux de couverture en neige artificielle des stations, c'est 35%, taux de couverture. Le projet aujourd'hui, qui a été annoncé depuis quelques années, mais renforcé en octobre 2021, malgré le réchauffement climatique, c'est de passer de 35% en taux de couverture en neige artificielle à 70%. Malgré tout ce qu'on sait. C'est un plan régional qui est couvert par l'État, en fait. Donc aujourd'hui, de monter à 70% les taux de couverture en neige artificielle, c'est stratégique, parce qu'on parle de compétitivité des stations. L'arc alpin, tel qu'on connaît, les autres pays alpins sont déjà enneigés artificiellement au-delà des 35%. L'Italie, 90%. La Suisse, l'Autriche, grosso modo entre 70 et 80%. Et la France, que 35%. Donc pour rester compétitif et garder ce marché qui est une manne économique gigantesque, l'État décide à un moment d'augmenter les taux. Donc il faut de l'eau, beaucoup d'eau. Il faut de l'énergie, beaucoup d'énergie, et il faut du froid. Ce sont les trois matières, on va dire, trois constantes. Sauf que ces trois matières ou constantes sont aujourd'hui rares, contraintes et chères, globalement les trois à la fois. Cette année, par exemple, au 15 janvier, à 1500 mètres, on avait 18 degrés, on était dans les pâturages, il n'était pas possible de fabriquer de la neige. Ce n'est pas un épiphénomène. En station, on entend que c'est un épiphénomène, ça ne l'est pas. Donc 35%, de passer de 35% à 70%, c'est le projet d'État et de région. Il a déjà été dépensé ou alloué 300 millions d'euros d'argent public pour augmenter les taux de couverture en neige artificielle. Ça va continuer. Quand Laurent Wauquiez annonce au Grand Bornand en octobre 2021 « Je débloque encore X centaines de millions d'euros », le département dit « Bon prince, j'abonde d'autant ». Et ensuite, on a des plans alpins par station qui aussi aident à financer ces taux de couverture.
Aujourd'hui, on peut dire que dans les Alpes françaises, uniquement dans les Alpes, ce sont 20 à 25 millions de mètres cubes d'eau qui ont été consommés par an pour la neige. C'est environ le chiffre. On peut dire qu'on utilise 4000 mètres cubes d'eau à l'hectare, ce qui est plus ou moins, on avait dit avec Julien tout à l'heure, grosso modo la consommation de la culture de maïs en été. Donc on rejoint à peu près les mêmes ordres de grandeur de consommation d'eau. La Savoie, encore des quelques chiffres parce que c'est un peu parlant, la Savoie a consommé 5 à 8 millions et demi de mètres cubes d'eau pour la neige artificielle en quelques années, en moins de 10 ans. C'est beaucoup. Et on dit grosso modo, pour faire 2 mètres cubes de neige, il faut 1 mètre cube d'eau. Dans les retenues, on a aussi ce problème d'évaporation. L'eau qui est pompée, qui stagne dans des trous béants, on la perd en partie par évaporation. Les cycles de l'eau sont perturbés, comme on dit. Et tout ça, c'est parce que l'argent du ski, c'est environ, juste du ski, c'est environ 9 milliards d'argent. Donc en fait, on a une copie blanche devant nous et on a une impasse où on n'arrive pas à parler de transition des territoires parce que les pouvoirs publics disent « trouvez-nous le modèle économique qui nous rapportera cet argent ». Il n'y a pas, c'est un trou dans le vide, c'est un précipice, on n'arrive pas à parler de modèle économique de remplacement, du coup tout ça est bloqué. Et pourquoi tout ça, et pourquoi on arrive encore à ces situations de continuer à augmenter les taux de couverture en neige artificielle? C'est parce que c'est une manne économique gigantesque et qu'il faut rester compétitif avec les autres pays, sinon les skieurs iraient skier ailleurs, même si c'est plus cher. Juste entre parenthèses, 7% des Français skient uniquement. Donc quand on parle de 300 millions d'argent public, si on en ramène 7%, pour 7% des Français qui skient, avec une population dans les villages qui diminue parce que les prix des fonciers augmentent tellement qu'on n'arrive plus à loger ses propres habitants. La grande parade de l'État, c'est de dire que l'économie de ruissellement du ski fait vivre grosso modo beaucoup de monde. Alors, il y a pas mal de guéguerres d'économistes, mais économiquement, il n'y a aucun économiste qui a jamais prouvé la théorie de ruissellement. Ça n'existe pas. S'il y avait une économie de ruissellement dans nos paysages à nous, au Savoyard, c'est Genève. Si jamais. Mais en fait, aujourd'hui, pour habiter dans un territoire alpin, que ce soit en vallée ou en station alpine, il faut un salaire de Genève. Il ne faut pas être moniteur, sauf être issu d'une famille aisée qui a du bien et qui vend justement ces terrains. Donc on tourne un petit peu en rond. Et tout ça, pourquoi ? Parce que la promotion immobilière bat son plein. Aujourd'hui, les Alpes sont un chantier à ciel ouvert qui est ultra, ultra, ultra riche et qui amène énormément de richesse pour quelques-uns. Exemple, Val d'Isère, on est à 25 000 € du mètre carré. En prix moyen, c'est-à-dire qu'on arrive au-dessus des 30 000 très vite. Il y a la queue au service de l'urbanisme pour les permis de construire, parce que ça touche un marché ou une clientèle qui veut ce genre de biens. C'est un marché de niche qui est ultra pérenne, on va dire, ultra bon pour quelques-uns. Quand on achète 25 000 € du mètre carré, on exige du ski au pied. Sinon, on n'est plus bon au niveau d'urbanisme et des promesses de stations. Quand on achète 25 000 € du mètre carré ou ailleurs, on récupère la TVA. Parce qu'il y a des montages financiers, tout le monde le fait. On récupère la TVA sur l'achat du neuf aujourd'hui quand on est primo-accédant, mais aussi on récupère la TVA sur une résidence secondaire ou tertiaire ou quaternaire à des prix en station qui sont ultra hauts. Les montages fiscaux sont faciles à faire. Aujourd'hui, en France, on estime qu'il y a en station 3,4 millions de lits touristiques. La moitié sont loués 2 semaines par an, au moins. On continue à construire ce qu'on appelle des lits froids. On continue à construire parce que l'industrie du BTP est ultra puissante. D'ailleurs, on a entendu parler récemment de cette loi ZAN, zéro artificialisation nette. On se dit chouette, enfin un projet sympa. Et là, nos sénateurs sont en train de détricoter ce projet ZAN pour la montagne et le littoral. Et c'est où on trouve le plus de taux de lits froids, de lignes inoccupées et de construction de résidences secondaires. Donc on tourne en rond. Toutes les lois aujourd'hui sont détournées avec des dérogations qui permettent de continuer le modèle. Aujourd'hui, quand on parle de Borgard et de cette coalition d'associations qui sont montées contre ce modèle, c'est vraiment l'exemple type de tout ce qu'il ne faut plus faire en montagne. Tout.
On a tout. Vous pourrez aller voir, il y a un stand qui a une grande bannière, ni ici ni ailleurs, avec des collectifs qui agissent contre ce grand trou. Aujourd'hui, on se sent petit par rapport à ce qui se passe en montagne, parce que tout ça semble anecdotique. Et comme on disait, la coalition des associations est essentielle. Aujourd'hui, se monte partout, sur tous les territoires alpins, pyrénéens, que ce soit en Tarentaise, en Maurienne, dans le Vercors, dans les Aravis et partout, des associations qui ne veulent plus ce modèle-là. Sauf que derrière, ce sont des banques qui poussent. Je pense au Vercors, par exemple. Tony Parker achète des remontées mécaniques. Il est vu un peu comme le Messie parce que effectivement, on est à 500, 600 000 euros de perte sur les remontées. On dit chouette, il fait quelque chose de bien pour un temps donné. Mais pour que les remontées mécaniques soient rentables, il constitue du lit touristique, ce qui est vraiment le mécanisme depuis le plan neige qui n'a pas changé. Quand en 1977, Valéry Giscard d'Estaing annonce on arrête le plan neige en 77 dans son discours de Valouise parce qu'on ne doit plus construire en site vierge et que peut-être on maltraite les populations locales. On est à 150 000 lits. Aujourd'hui, on est 3,4 millions. Tout continue. On attend tous les Scott, le prochain Scott Fier-Aravis, le collectif Fier-Aravis et d'autres associations Zieut, parce qu'il va être question de construire des lits. Si je donne d'autres exemples qui sont toujours très poignants, la Plagne, 67 000 lits, la moitié louée moins de 15 jours par an. Avec, quand on parle, allez, l'idéologie de dire on essaie de faire un tourisme 4 saisons, je ne vois pas comment la Plagne peut tourner l'été. Si la retenue collinaire de la Forcle, 2300 mètres, va être doublée par la Compagnie des Alpes. Et il est prévu de parler tourisme 4 saisons sur cette retenue. Ils sont en train d'installer des câbles de téléski pour faire du wake surf et de créer une station balnéaire sur retenue collinaire à 2300 mètres. Alors, ils cherchent la parade. La CDA, par exemple, c'est 40% à la Caisse des dépôts, donc c'est l'État. Les autres remontées mécaniques, quand aujourd'hui les compagnies de remontées mécaniques font en sorte d'amener du ski au pied aux promoteurs immobiliers qui achètent très cher. Quand un promoteur arrive en station, par exemple, ou en village, il dit « moi j'ai acheté ce foncier-là ». Le PLU le permet, donc il n'y a rien qui empêche de construire et de densifier. Donc tout passe par les PLU. Moi, je vous invite vraiment à regarder les PLU de près dans vos villages. C'est vraiment le levier. En dessous, il y a le SCOT, mais les PLU sont très importants. Donc là, le promoteur achète le foncier. On permet de densifier à ce moment-là. S'il achète cher le foncier, le prix de sortie est très élevé. Automatiquement, il a un bilan qui s'équilibre à peu près. Un bilan de promoteur est toujours à peu près le même. Il travaille au volume plutôt. Et comme les prix de sortie sont très chers pour équilibrer un foncier qui est très cher, il va toquer en mairie, puis il dit voilà, moi j'ai acheté ça. Si vous voulez pas que ça reste une friche trop longtemps, ou si vous voulez que ce programme soit vendu très vite, il faut m'amener tous les réseaux. Donc on parle de routes, on parle d'électricité et on parle de neige artificielle. Il y a un très bon exemple qui se passe dans d'autres régions tout près, si vous connaissez le col de la Croix-Frie, qui était un vaste parking avec 2 hôtels familiaux il y a très peu de temps. On est en train de construire là, actuellement, à cette altitude, qui est plutôt basse, une station haut de gamme maintenant. Donc un promoteur arrive, il met 60 lits en résidence de tourisme, il promet au maire d'avoir une résidence haut de gamme qui va lui faire vendre du forfait, donc qui va enrichir sa station, donc les gens vont consommer, etc. Mais on est bas, donc le maire dit bon, t'inquiète pas, on va faire une petite retenue là-haut. Donc la retenue sert à alimenter les canons à neige qui vont garantir la neige ski au pied un petit moment, même si on est en court terme. Et puis, comme on vend très cher, on a besoin d'eau, de spa, de tout ce qui est de tourisme aqua ludique. Et puis, au-dessus de Borgard, du col de la Croix-Frie, on a effectivement ce village touristique qui se monte. Comme ce premier promoteur est arrivé, un autre arrive, il vient de racheter un hôtel. Il dit écoute, moi, le prix de référence ici est à 8-10 000 euros du mètre carré, je vais me mettre pareil. Mais je vais aussi avoir un problème de neige. T'inquiète pas, on va pallier ça avec quelques retenues. Et puis, ils se construisent aussi des chalets plutôt très haut de gamme, pas très loin. Finalement, on crée ici un besoin touristique. On ne peut pas blâmer les skieurs qui montent. En fait, il faut arrêter de conforter la demande en expliquant la vérité aux gens. Donc, on crée ici un complexe touristique haut de gamme qui ne correspond plus avec ce qu'on vit du climat. Et puis, comme il y a beaucoup de monde, un moment à se donner là, à cet endroit-là, on dit on va y mettre aussi un petit télésiège. C'est en train de se passer à basse altitude. Tous les territoires aujourd'hui de montagne ont la même problématique. Tous les collectifs qui aujourd'hui revendiquent de retravailler en collectivité la gestion des territoires de montagne
se battent pour des concertations publiques, comme disait Julien tout à l'heure. À Beauregard, par exemple, les associations font un gros travail de sensibilisation à la nature, parce qu'on est vraiment dans un bois préservé. Il y a probablement des espaces protégés Natura 2000 qui risquent d'être impactés. Quand les soulèvements de la Terre sont venus en juin dernier, nous, on a découvert, petits citoyens, que 300 gendarmes mobiles pouvaient venir nous empêcher de juste expliquer ce qui se passait. C'est assez choquant, en fait, quand on ne l'a jamais vécu. Et en fait, d'un point de vue citoyen, on vit cette escalade en se disant pourtant, on ne fait rien de mal. Et on est vu aujourd'hui, quand Darmanin, après Sainte-Soline, dit la Clusa est sous surveillance renforcée, c'est juste nous, en fait. Et en fait, on se rend compte de la gravité de l'escalade en face de l'État parce qu'il faut produire de la neige. Et ça fait vraiment peur. Vraiment peur quand on est sur le terrain. Et puis, il y a je ne vous le cache pas, des menaces d'un point de vue citoyen. Les gens ne sont pas très sereins. Ça montre des gens clivant les uns contre les autres. Ça crée des discussions qui ne devraient pas avoir lieu. Et toute cette industrie de la neige, on pourrait dire aujourd'hui qu'on devrait parler résilience des territoires. J'arrive aux solutions. Aujourd'hui, quand on parle des territoires de montagne, on doit arrêter de conforter un modèle touristique, enfin un territoire qui ne vit que grâce au tourisme. On doit se dire comment est-ce qu'on repeuple les villages à l'année et ne pas dépendre d'une activité touristique de masse qui elle-même dépend d'une mono-activité du tourisme. Nous, si on arrive à la banque, petit personnage à la banque avec un business model comme ça, la banque ne nous prête pas, hein. Sauf que là, c'est de l'argent public, donc ils y vont. Mais en fait, comment on fait ? On essaie déjà de jouer sur la fiscalité. Aujourd'hui, de défiscaliser l'achat du neuf en montagne pour de la résidence secondaire ou tertiaire, c'est pas logique, on doit l'arrêter. Quand on veut parler de zéro artificialisation nette en montagne, on doit le faire actuellement, puisque éthiquement, est-ce qu'il est normal d'avoir la moitié des lits, de plus de 3 millions de lits qui ne sont pas occupés ? Non, très clairement. On doit essayer de se dire qu'il faut donc actionner la défiscalité pour ne plus favoriser l'achat du neuf et donc artificialiser, et donc monter en gamme. Et puis, par contre, s'il y a une défiscalisation à faire, c'est remettre sur le marché ces vieux logements oubliés, etc. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui aimeraient même avoir un petit appartement à l'année, plutôt proche ou même de travailler, ou même de développer de l'artisanat ou des marchés, comme on dit d'avant. Aujourd'hui, l'agroforesterie en montagne a une véritable logique. En Suisse, ils vont tester sur un territoire ce que faisaient nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, c'est-à-dire blé, orge, avoine, en disant que le véritable or blanc, c'est plus la neige à ces altitudes, mais c'est bien nos terres qui vont nous permettre de vraiment parler résilience alimentaire. Et ça, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, le foncier vaut cher parce qu'on parle neige et qu'on ne parle pas alimentation. C'est dommage. Merci. On va passer aux questions peut-être parce que c'est vaste et on peut parler aussi toute la nuit des différentes techniques de neige artificielle, de qu'est-ce que le snow farming soi-disant écologique. On peut y aller beaucoup. Et puis là, tout à l'heure, j'entendais quand on dit on peut peut-être parler géo-ingénierie à un moment aussi. En Chine, ils font neiger. Techniquement, ça fonctionne. Il y a eu un test en Maurienne. Ils ont fait neiger. Il y a quand même bien de saloperies dedans, mais techniquement, ils sont au point et ils arriveraient à le faire. Donc, jusqu'où on va ? Bien, merci. Merci Valérie. Merci à tous d'avoir mis en évidence tout de même qu'un changement de politique générale, un changement de vision d'utilisation du territoire et de notre environnement permettrait de trouver des solutions pérennes au problème d'utilisation de l'eau. Et pas seulement d'utilisation de l'eau, d'ailleurs, d'utilisation du territoire, tout simplement, quoi. Alors, on va vous donner la parole. J'insiste bien sur le fait qu'il faut que vos questions soient vraiment courtes. 1 minute, dit mon camarade, de façon que nos 4 intervenants puissent à leur tour répondre en profondeur à ces questions. Alors, on va adopter un principe. On va vous poser 6 questions. 3 questions posées par des hommes, 3 questions posées par des femmes. Donc, on commence par une femme.
Oui, merci pour l'engagement. Merci les gardiens de la terre. C'est pas qu'au bout du monde, les autochtones, les peuples premiers, c'est bien en Occident, ô combien. Valérie, oui. Est-ce que vous pouvez aborder les réserves d'eau que sont les barrages et que les hautes instances, n'est-ce pas, veulent privatiser? Moi, je ne connais pas vraiment le sujet. Je sais qu'aujourd'hui, on cherche du multi-usage. Effectivement, privatisation de l'eau, je pense que je ne sais pas si Julie peut répondre, mais effectivement, juste en aparté, effectivement, aujourd'hui, une retenue d'altitude, pour qu'elle ait une déclaration d'utilité publique, on lui donne un autre usage que fabriquer de la neige. Il a été question à un moment d'eau potable, sauf qu'on a compris que l'eau n'est pas potable, donc on doit la repotabiliser. Et petit à petit, dans ce dossier des montagnes, entre les agriculteurs, justement, qui disent mais c'est aussi pour nos bêtes et pour la production fromagère. L'eau n'est pas non plus fromageable, on dit. Donc, concernant les barrages, moi, j'ai pas la compétence. L'eau qui est derrière le barrage, la loi est claire là-dessus, et pour l'instant, c'est un bien commun. Ça ne peut pas être privatisé. La seule eau qui peut être vendue comme eau privée, c'est l'eau que vous mettez dans une bouteille, qui est au départ d'un bien commun aussi. Donc c'est assez extraordinaire qu'ils arrivent à le mettre en bouteille et à le vendre. Par contre, ce qui est en train de se faire là, c'est que ce qu'a décrit Valérie, c'est une gestion de l'offre de l'eau. C'est-à-dire que l'État voit son rôle comme disant « je veux apporter de l'eau à là où la demande est élevée ». Et ce que nous, on doit exiger, c'est une gestion de la demande et non plus une gestion de l'offre de l'eau. Tous ces développements technologiques que tu nous as décrits, c'est la folie pour l'instant. L'étape suivante, ça va être le dessalement d'eau de mer pour continuer dans un scénario business as usual, pour continuer un modèle de vie qui n'est plus approprié pour le climat que nous avons maintenant. Et peut-être de rajouter que si aujourd'hui la situation, c'est que l'eau en France est encore un bien commun, les stratégies prédatrices et capitalistes, elles vont bien dans le sens de la privatisation. Il y a déjà des pays où des États payent pour remettre de l'eau dans les rivières. En Australie, l'eau a été cotée en bourse. L'eau est cotée en bourse à Chicago depuis 3 ans. Et les bassines, n'en déplaise aux porteurs de projets, quand on prend l'eau, qui est une ressource naturelle accessible à tous, pour la mettre dans un cube et avoir l'exclusivité de l'usage, c'est de la privatisation. En Suisse, l'année dernière, l'été, dans Genève, un ruisselet, ça séchait, ils ont mis de l'eau potable dedans pour essayer de dire qu'on préservait la faune et la flore qu'il y avait. Et on en est là aujourd'hui, oui, de savoir comment faire. J'ai assisté l'autre jour à un essai de désaliniser, où ils ne savent pas quoi faire du sel qu'ils extraient, donc ils le rejettent dans la mer. Alors, eh bien, on va donner la parole au suivant. Une question Daniel. pour Julie Trottier. Vous avez parlé de trois types de consommation de l'eau. Je vous en suggère une quatrième. C'est celle des creusements du tunnel. Des tunnels comme le Lyon-Turin qui prévoient de drainer sur 57 km entre 60 et 125 millions de mètres cubes à l'année. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de cette quatrième type de consommation ? Et une suggestion peut-être pour Julien, que je remercie d'avoir accepté de venir aux rencontres annuelles des lanceurs d'alerte au mois de novembre prochain. Et à toutes et tous, c'est que ce soit à Sivins, que ce soit à Notre-Dame-des-Landes, que ce soit à Sainte-Soline, que ce soit sur le Lyon-Turin, où on se rassemblera les 17 et 18 juin, je pense que nous ne sommes pas en désobéissance civile, et je pense que c'est ce que vous dites. Nous sommes en légitime défense face à des projets écocides qui tuent l'environnement, qui tuent les ressources en eau, qui tuent la biodiversité et qui tuent les terres agricoles. Donc je voudrais savoir ce que vous en pensez. Le creusement de tunnel, d'après ce que je comprends, ça change la trajectoire de l'eau, mais ce n'est pas une consommation de l'eau. Ça draine, mais donc ça change la trajectoire de l'eau. L'eau ne quitte pas le système terrestre, elle va ailleurs. Elle va dans les rivières, voilà. Donc c'est un changement de trajectoire, c'est une utilisation, mais ce n'est pas une consommation. Qui devient... Mais c'est quand même un changement de trajectoire. Si cette nappe, les nouvelles nappes sont fossiles, si on ne peut plus les atteindre, là, effectivement, c'est comme si l'eau avait disparu. Mais tant que les nappes sont atteignables, l'eau n'a pas été consommée à ce moment-là.
Par contre, il y a une quatrième qui émerge maintenant, mais je ne voulais pas trop vous déprimer, puis j'avais pas le temps. Il y a une quatrième consommation de l'eau dont on devrait tous se méfier énormément, c'est la production d'hydrogène. Parce que comme on a une fascination de vouloir garder notre mode de vie actuel sans faire d'ajustement, on veut simplement changer les carburants fossiles par des carburants nouveaux. Et les Allemands ont beaucoup investi, ils ont déjà des trains qui roulent à l'hydrogène. Mais comment est-ce qu'on fabrique l'hydrogène? On prend de l'eau et on sépare les atomes d'oxygène et d'hydrogène. Donc ça, c'est une consommation de l'eau. Et pour l'instant, il y a des projets industriels de le faire à grande échelle qui font froid dans le dos. D'ailleurs, les stations de ski disent qu'ils font un effort parce qu'ils rétrofitent leurs dameuses à hydrogène. Parce qu'effectivement, quand on parle station de ski, le plus gros émetteur des gaz à effet de serre, ce sont les gens qui vont. Pour 60%, c'est la mobilité des gens qui vont skier. Ensuite, on dit que ce sont les passoires thermiques. Et ensuite, sur le territoire, ce sont quand même les dameuses. Si on enlève la mobilité et les passoires thermiques, 87% des gaz à effet de serre produits sur le territoire d'une station ou d'un village, ce sont les dameuses. Donc, comme ils disent, la mobilité, c'est pas de notre faute, c'est l'État. Les passoires thermiques, c'est pas de notre faute non plus, donc il va falloir mettre des lois. Donc, nous, on s'occupe que des dameuses. Et ils les rétrofitent hydrogène. Ben, c'est une catastrophe. Et Valérie, si je peux me permettre, tu parlais de consommation d'eau, mais j'ai l'impression que c'est une utilisation de l'eau pour faire la neige, oui. Parce qu'après, elle va fondre et elle va rester dans le système terrestre, n'est-ce pas? Par contre, là où il y a un problème, c'est qu'on a des adjuvants chimiques pour faire cette neige, non? Non, c'est interdit. Les adjuvants sont interdits depuis quelques années. Effectivement, il était capable de mettre des bactéries qui permettaient à la neige de congeler à plus haute température. Alors oui, c'est ce que disent les défenseurs du système d'enneigement artificiel. On emprunte l'eau qu'on restitue à la nature. Alors je vous invite, il y a un film formidable qui est un film documentaire où Carmen de Jong intervient dedans avec d'autres scientifiques suisses et allemands qui expliquent quelles sont les conséquences de l'utilisation de la neige artificielle sur les domaines. On pollue parce qu'on rebalance de l'eau qui a stagné, donc en fait on pollue. On a cette évaporation et puis la neige artificielle tient plus longtemps sur les domaines parce qu'elle est ultra damée pour tenir longtemps. Là, on peut encore voir à notre époque maintenant quelques langues de neige glacées, ce qui a une conséquence, mais pas anecdotique, sur les écosystèmes. Le stand FNE, qui est juste à côté de la bannière Nissin ailleurs, a une fiche d'ailleurs sur les conséquences de la neige artificielle sur les milieux aquatiques, faune et flore, et sur les écosystèmes, et c'est pas négligeable. Et du coup, c'est là où se situe le problème, parce que c'est le changement de trajectoire, et c'est là où il faut qu'on aille analyser les conséquences. Exact. Je voulais juste réagir à ta suggestion sur la légitime défense. Je passe en jugement le 8 septembre, et pour l'instant, on plaide sur l'état de nécessité. C'est-à-dire que c'est face à l'inaction climatique que ça justifie de rentrer en désobéissance civile. Mais je pense que la légitime défense, on va y réfléchir avec l'avocat. Et moi, c'est pareil, j'aime bien l'idée état de nécessité, légitime défense, j'aime bien l'idée légitime défense. Et je voulais juste redire qu'il va falloir aussi qu'on se donne les moyens collectivement d'être pas seulement en défense, mais d'être à l'attaque en termes de recherche de conquis sociaux. Enfin, on sait tous ce dont on peut parler ici sur les conquis sociaux, il y a les batailles des retraites, etc. On est en défense. Et à un moment donné, si on veut reconquérir, il va falloir penser l'attaque. Et juste un petit truc, c'est un autre sujet, mais on travaille à la Confédération paysanne à une conquête sociale, alimentaire et agricole qui serait une sécurité sociale de l'alimentation. Et là, on passe à l'attaque. Je vais juste... Excuse-moi. Dans ma présentation, et c'était une des commandes que tu avais, de parler de la diversité et de la composition de nos mouvements, je ne l'ai pas dit, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, le mouvement est si fort chez nous, c'est qu'il y a les camarades de la Confédération paysanne qui nous ont rejoints depuis un bon moment, et depuis 2 ans, on a fait une lutte nationale, et qu'on a ici un porte-parole de la Confédération paysanne qui arrive en bout de mandat, qui a donné énormément, et j'aimerais qu'on l'applaudisse tellement fort, il nous a tellement... Et c'est ça aussi la lutte, c'est des fraternités, c'est des amitiés fortes. Et un big up aussi aux camarades des soulèvements de la terre.
Oui, je crois que c'est important de préciser ce que voulait dire Daniel Ibáñez, là, qui est un des leaders français du mouvement NOTA, c'est que le percement de ce tunnel modifie totalement la circulation souterraine de l'eau, assèche des nappes phréatiques et provoque dans certains villages, dont les maires maintenant d'ailleurs se rendent compte que ça pose un gros problème, un déficit d'eau. Donc c'est bien un problème de gestion de l'eau consécutif à un projet totalement illégitime et qui est une énorme escroquerie. Si vous voulez des précisions, vous avez d'ailleurs un stand de NOTAV là où vous pouvez aller vous renseigner. Mais ce que disait Daniel est très important. C'est une modification très importante de la circulation souterraine de l'eau dans toute une région. Merci pour toutes vos interventions. Ma question, elle est pour Valérie Pommier. Je voulais savoir, est-ce qu'il est possible de savoir où ça en est actuellement pour le plateau de Cenise et si vous pouvez nous expliquer justement ce qui se passe pour ce plateau. Alors, Merci. Cenise, ils ont un stand. Il y a des représentants qui ont juste un stand sous la bannière aussi, ni ici ni ailleurs. Ce qui s'est passé à Cenise, c'est qu'on a un plateau vierge. C'est le dernier plateau calcaire vierge de Haute-Savoie, qui est au-dessus du Mont Saxonnet. Pour ceux qui ne sont pas d'ici, vallée de Chamonix, grosso modo. Un site plutôt vierge et riche et ultra protégé. Et il y a environ 1 an, on apprend qu'un gros cabinet parisien de consulting, Ernst & Young, arrive à 3 personnes dans le village auprès de je vois quelqu'un qui me parlait, mais auprès des habitants pour essayer de trouver une concertation de qu'est-ce qu'on devait faire sur ce plateau. Aujourd'hui, il est véritablement question d'artificialiser ou d'utiliser le plateau d'un point de vue touristique, c'est clair. Le plan de la région, le plan départemental qui a été voté pareil, à peu près pareil, en avril dernier, c'est de faire de la Haute-Savoie le premier département en termes de développement nordique. Donc, alors, ils trouvent ça un peu plus cool parce qu'on n'a pas les infrastructures de ski de piste. Mais en fait, quand on parle de développement nordique, on parle aussi d'artificialisation, mais on parle surtout de neige et de tourisme d'hiver. Et on doit l'arrêter. Donc, un collectif citoyen s'appelle Sauvons Cenise. Ils sont présents, vous pouvez les questionner sur le stand. Ils suivent le dossier très très près. Et puis, avec Sauvons Borgard et d'autres membres de Borgard, on était allés les voir. Parce que moi, je crois beaucoup qu'aujourd'hui, on a tous la même problématique de revendication, de lutte, de gestion territoriale. Et il est très important aujourd'hui de souder tous ces collectifs qui sont les uns après les autres. D'ailleurs, on ne l'a pas encore défini clairement, mais début juillet, il devrait y avoir un très grand rassemblement de tous les collectifs de montagne dans une ville qui est à définir, mais je ne veux pas trop le dire maintenant, c'est pas sûr. Et c'est très important en fait, parce qu'on a tous les mêmes problématiques. Ma question, donc, voilà, Julien a terminé son intervention en disant comment s'organise-t-on. Nicolas vient de dire il faut qu'on passe à l'offensive. Quand on sait que l'agriculture aujourd'hui en France est menée par la FNSEA qui domine complètement et qui même nomme nos ministres, et qu'on voit finalement la personnalité du président de la FNSEA qui vient d'être nommé et que personne ne connaît. Je rappelle que ce monsieur s'appelle Arnaud Rousseau, c'est un très très gros producteur de céréales, mais c'est aussi le directeur du groupe Avril, j'y viens, c'est une question. C'est aussi le directeur du groupe Avril, il faut le savoir, qui produit l'Océan, Puget, etc. Donc c'est un industriel de l'agroalimentaire. Et je reviens à ta question très rapidement. Comment fait-on face à ces gens-là? Comment peut-on résister? C'est ça pour vous deux. Ben, comment fait-on déjà en proposant un autre modèle agricole alimentaire? Quand je parle de sécurité sociale de l'alimentation, je peux revenir en 2 mots, mais c'est ce que disait Julie tout à l'heure. Elle disait il faut arrêter d'être dans une logique de l'offre et passer à une logique de la demande. Et comment est-ce qu'on répond à la demande? En matière agricole, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que depuis des années, on a des politiques agricoles qui orientent l'offre et qui gèrent l'offre. On n'écoute plus la demande, on ne gère plus notre agriculture en fonction de la demande. Donc la sécurité sociale de l'alimentation est bien une logique de conquête pour les paysannes et les paysans, pour leur assurer un débouché, mais pour également les citoyens, notre alimentation et la vie de nos territoires. Comment est-ce qu'on assure, au travers de ce projet-là, un accès et un choix à l'alimentation pour toutes et tous? Comment est-ce qu'on assure également un revenu pour les paysannes et les paysans par le biais d'une démocratie alimentaire
ascendante et non plus descendante. C'est pas les politiques qui vont décider ce qu'on produit, comment est-ce qu'on le produit, pour rémunérer qui, pour produire quoi, etc. C'est nous, citoyens, citoyennes, qui allons nous organiser collectivement pour définir les standards de notre alimentation, les standards de notre agriculture. Qu'est-ce qu'on produit? Comment est-ce qu'on le produit? Comment est-ce qu'on rémunère les paysans? Combien est-ce qu'on veut de paysans? Quelle gueule auront nos territoires demain pour produire cette alimentation-là? Et ça, c'est une logique de convergence politique qui arrivera des citoyennes et des citoyens et nous aider, nous, paysans, à peser plus dans le rapport de force, parce qu'aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que si la Confédération paysanne veut renverser le modèle agricole, c'est ce qu'on cherche à faire depuis 30 ou 50 ans, on se heurte à un mur. La FNSEA, Arnaud Rousseau, Christian Lambert, c'est un mur qui aujourd'hui, ils détiennent tout le pouvoir dans l'agricole. Donc, on n'arrivera pas à renverser le modèle agricole en frontal, directement avec eux. Et donc l'idée de s'attaquer à l'alimentation, de partir de la demande et d'ouvrir un nouveau front face à la FNSEA, le front de l'alimentation plutôt que seulement le front de l'agriculture, va nous permettre de les attaquer autrement. Nous, on va continuer de les attaquer frontalement, de syndicat à syndicat, dans les élections professionnelles aux chambres d'agriculture pour essayer d'acquérir une voix plus importante. On aura besoin des citoyens aussi pour nous appuyer là-dessus, mais on a surtout besoin des citoyens pour porter un autre projet de société, un autre projet agricole, et je crois fermement qu'il peut passer par une ouverture d'une 6e branche à la sécurité sociale. Je vais... Dans l'intervention de Nico, il y a tout un volet qui est autour de nos responsabilités de consommateurs. Hein. Et clairement, en France, et je ne sais pas pourquoi, les stratégies de boycott et des campagnes de boycott, on les met très peu à l'œuvre. Alors qu'on regarde en Allemagne, par exemple, EPAR, Vittel, il y a eu une grosse action. Alors peut-être qu'on ne travaille pas assez, peut-être que les associations de consommateurs ne sont pas encore assez présents, et pourtant on sait que sur les questions d'eau, notamment, ils sont actifs. Et peut-être que là, dans les liens à tisser, il y a encore à faire et à imaginer. J'entendais aussi qu'il y avait des ministres qui étaient prêts à faire du naming, c'est-à-dire à dénoncer des grands groupes agroalimentaires parce qu'ils se faisaient des trop grosses marges. Je trouve ça assez fou que l'idée vienne d'eux. Je pense que mettre un nom sur ceux qui profitent et ceux qui oppressent, il y a aussi un devoir de pédagogie évident. Et là ensuite, si on parle au niveau du système agricole et comment est-ce qu'il a réussi à s'instiller comme ça dans le tissu rural à ce point-là, je pense qu'il y a aussi un effort de décryptage. Je vais revenir sur la problématique de l'eau. Il y a une vraie stratégie de la FNSEA depuis 50 ans de s'infiltrer dans tous les conseils municipaux possibles et imaginables pour ensuite mettre en place la politique de la chaise remplie, enfin de l'occupation des chaises. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des institutions du plus petit niveau, du syndicat d'eau potable, jusqu'aux instances qui distribuent le pognon au niveau des grands bassins, les agences de l'eau, où il y a une véritable surreprésentation de la FNSEA, qui déjà figurent en tant que tels, ils ont des sièges de droit, mais en plus et surtout, ils ont tous les relais possibles parmi les collèges des élus locaux. Et là, il y a un vrai... Et ça porte en soi le germe du dévoiement du fonctionnement démocratique des institutions de l'eau. Voilà, donc je sais que là-dessus, on avait échangé avec Inès Léraud, qui avait rédigé, fait la BD Algues vertes, et qui dresse exactement les mêmes constats de connivence et de... en fait, ça fait système. Si on veut détruire le système, il faut le nommer, voir son fonctionnement, et ça se passe notamment dans les urnes, mais pas que. Et en effet, il faut qu'on puisse, et je pense que c'est le rôle de la conf, c'est le rôle d'organisations comme les nôtres ou les soulèvements de la terre, d'aller frontalement et de nommer les oppresseurs. J'ai l'impression que chez les paysans ou les exploitants agricoles qui en fait le subissent, mais en sont du coup aussi les esclaves et les serviteurs, il y a peut-être quelque chose là à jouer. Je vais faire très vite. On a fait deux réunions publiques, 2 semaines avant Sainte-Soline, où on avait les camarades Benoît Biteau qui intervenait, Benoît Jaunet pour la Confédération paysanne, et surtout Anne-Maureen Pastier, qui est hydrogéologue, et qui présentait une contre-expertise du bureau de l'étude qui avait été faite par le Bureau de recherche géologique et minière. Et on était 200 dans la salle, et il y avait 40 exploitants agricoles irrigants,
de nos ennemis, aujourd'hui de nos adversaires, qui sont ceux qui bénéficient et qui poussent les bassines. Ils étaient là, venus en mode gros bras. Vraiment, ils nous ont dit même après coup qu'il y avait tout le matos dans la bagnole en cas de coup dur, quoi. Et en fait, comme c'était d'abord de la pédagogie, d'abord de l'échange, on a discuté et ça s'est désamorcé. Et il y a eu cette phrase qui, pour moi, doit être vraiment un angle d'action. Parce qu'au bout de 2 heures, qu'est-ce qu'ils disent? Ils expliquent en fait qu'ils subissent. Quand tu parlais de la culture sous contrat, c'est clairement, tu parlais de trajectoire aussi, c'est une désappropriation totale de la trajectoire et des choix stratégiques d'un exploitant agricole. Il ne possède plus les techniciens, il est exécutant. Il y a eu cette phrase qui doit être un angle d'attaque, une réflexion des frères Baudouin, qui sont les chevriers qui bénéficient de la première bassine et qui disent le jour où vous attaquez Lactalis, on sera avec vous. Évidemment. Donc peut-être aussi l'angle, c'est d'aider les paysans, les exploitants agricoles à désigner leurs oppresseurs et à ce qu'ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas nous qui les empêchons et qui les contraignons. C'est pas nous qui faisons la vie de merde qu'ils ont aujourd'hui. C'est les banques, c'est les coopératives, c'est les semenciers, c'est le système. Voilà. Et une autre... Une autre chose qu'on peut tous faire, et je vous invite tous à le faire, c'est miser sur les jeunes. Parce qu'on a plein de jeunes ingénieurs. Suivez leur cursus. Il y a peut-être des ingénieurs dans la salle qui pourront peut-être le confirmer. Un jeune ingénieur qui va faire ingénieur hydraulique à l'ENGES, par exemple, pourquoi il est là? En général, c'est parce qu'il était bon en maths et on lui a dit, alors fais exactement comme le jeune dans la pièce de théâtre hier soir. Et lui, il est de bonne volonté. On lui apprend que son boulot, c'est d'emmener l'eau de A à B. C'est tout. On ne lui dit pas, remets en question pourquoi il faut de l'eau à B. Pose-toi la question de d'où vient cette demande. Est-ce qu'elle est légitime? Est-ce qu'elle ne va pas faire du mal à d'autres acteurs situés le long d'une autre trajectoire? On ne leur apprend pas ça. On leur apprend comment dimensionner les tuyaux, comment dimensionner les pompes, et on leur dit que leur mission, c'est de répondre à un problème. Le problème, c'est qu'il faut de l'eau au point B. Et on ne leur dit pas de réfléchir pourquoi il faut de l'eau. Et on ne leur apprend pas comment réfléchir. Alors moi, je donne 3 heures de cours. Vous savez, quand on est au CNRS, on peut donner des cours. Je donne 3 heures de cours à AgroParisTech, une fois par année. C'est dans la semaine de l'eau. Donc, ils ont 40 heures rien que sur l'eau pendant une semaine. Ils sont en première année... ils sont deuxième, ils sont bac plus 4. Et moi, je suis la dernière intervenante sur la semaine. Alors, je leur parle, en trajectoire, enjeux politiques, etc. Et à la fin, donc à l'intercours, ils sont venus en me disant, on a eu un intervenant plus tôt cette semaine qui nous a dit qu'il n'y avait aucun problème avec les méga-bassines. Il ne comprenait pas pourquoi il y avait une polémique. Ah bon, j'ai complètement changé mon plan de cours. Après l'intercours, on a eu 1h30 sur pourquoi il y avait une polémique à propos des méga-bassines. Ces jeunes, ils sont ouverts d'esprit. Ils sont pas là pour détruire le monde. Ils sont là pour apprendre, pour bien faire. Ils ont des associations étudiantes. Contactez ces associations étudiantes. Allez leur expliquer les problèmes qu'il y a chez vous. Discutez avec eux. Ce sont de la même manière qu'un gendarme a l'obligation de refuser un ordre illégal. Si un gendarme se fait dire « vise les yeux, vise la tête », il a l'obligation légale de dire « non, je refuse cet ordre illégal ». De la même manière, un ingénieur peut dire « hé, qu'est-ce que vous voulez que je fasse là ? Vous voulez que je construise quoi ? Vous croyez vraiment que c'est une bonne chose à faire ?» Il a une voix en tant que cadre au sein de sa compagnie et il peut l'utiliser, cette voix. Nous devons leur donner les cartouches, nous devons leur donner le carburant pour utiliser leur voix. Et là, si on mise sur les jeunes, c'est mis à long terme, évidemment. Mais ils sont ouverts d'esprit. Et il faut les approcher comme nos alliés potentiels, pas comme nos ennemis. Aujourd'hui, bonjour, en montagne, par exemple, quand on voit les collectifs de montagne, si je prends l'exemple de Borgard, on est vraiment demandé par des associations d'étudiants, des jeunes en thèse. On est intervenu une fois avec une jeune fille d'Extinction Rebellion dans une classe de prépa Hippocagne. Le prof était demandeur. On est allé aux arts et métiers où on s'est aperçu qu'en 3e année des arts et métiers, les jeunes n'avaient pas entendu parler trop climat s'ils ne s'étaient pas eux-mêmes intéressés à cette problématique. Ils sont très ouverts. Quand on leur raconte la réalité de terrain, ils sont tous choqués.
tous. Il y avait des gens de Maurienne, des jeunes dont les parents vivaient en station de ski, ne se rendaient pas compte. Une fois qu'ils savent, moi je me dis, une fois qu'on sait, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on sait? C'est ce qui nous est arrivé, nous. Moi, je suis arrivée sur le tard sur ces questions-là. Et finalement, une fois qu'on met le doigt dedans, on ne peut plus en sortir. Donc en fait, effectivement, les jeunes aujourd'hui sont un énorme levier. Et nous, on le voit avec la montagne, quand on nous demande, on nous contacte pour faire partie d'une thèse, quand AgroParisTech nous dit j'aimerais parler de votre cas dans Bourgard. On y va à fond parce que, en fait, déjà, on sera référencé quelque part comme un cas à étudier. Et puis, on distille la voix chez les jeunes qui sont ces grandes écoles. On dit encore nos futurs leaders. En France, le système est construit comme ça, donc c'est comme ça. Mais il faut y aller. Et on est vraiment très fiers, on prend très à cœur. Au tout début de Bourgard et de la montagne, on était à moyenne d'âge de 40-50 ans, peut-être même plus. On se demandait toujours comment accueillir les jeunes. Et une fois qu'on les a eus, c'était par Extinction Rebellion. On a aidé qui nous ont aidés à faire une ZAD, qui ont construit une ZAD, qui nous a aidés à gagner un premier recours. Sans la ZAD, on aurait gagné le recours, mais il n'y aurait plus eu le bois. Donc, nous, on était incapables de faire cette démarche-là. Et c'est pour ça cette coalition jeunes, anciens, ceux qui fouillent le dossier, ceux qui font le recours, ceux qui vont dormir dans les arbres. Alors, nous, on avait une responsabilité morale d'aller aider ces jeunes qui étaient là-haut dans le froid. Et tout ça a fonctionné. Et j'espère que c'est un exemple parce que nous, on en est fiers, même si moralement, c'était très dur. Sans les jeunes, il n'y aurait plus de bois et on aurait peut-être gagné le recours. Et le constat que fait Julie avec les ingénieurs d'AgroParisTech, malheureusement, c'est le constat qu'on peut faire, mais dans tous les domaines éducatifs. Il y a un déficit total de l'éducation à l'environnement, ce qu'on appelait autrefois les classes vertes, les leçons de choses, etc. On a une perte de la culture naturaliste et de la compréhension, et donc une déconnexion qui fait le lit de ces stratégies barbares. Quand je vois mon parcours universitaire, je ne vais pas loin, je vais jusqu'en maîtrise, mais en maîtrise de biologie des populations et des écosystèmes. Donc on pouvait quand même imaginer avoir affaire un petit peu à la nature, un petit peu des TP, un petit peu connaître des bestioles, etc. Et résultat des courses, on a fait 3 jours au CNRS de Chizé en forêt, et j'avais des camarades qui ne savaient pas reconnaître un chêne. Et quand vous savez que à terme, ensuite on était dans un laboratoire de biologie de l'insecte, dans les métiers potentiels, il y avait le fait de faire de la lutte intégrée, de la lutte biologique, etc. Super, mais si c'est complètement déconnecté de toute compréhension du milieu, de tout affect, etc., ça ne peut que faire le lit de stratégies barbares. Et juste, je vais reciter Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Bon, là, je vais peut-être changer un petit peu de sujet. Vous avez parlé de l'utilisation de l'eau par l'énergie. Or, en ce moment, il vient d'être adopté le plan nucléaire en France. À combien vous estimez, je ne sais pas, j'ai aucun chiffre, la demande du nucléaire, parce que refroidir des centrales nucléaires sur la Loire l'été, avec le gravier, ça ne marche pas beaucoup. Alors j'aimerais savoir un peu si vous avez des données là-dessus. Je n'ai pas étudié le plan nucléaire, mais une chose que je peux vous dire, c'est que refroidir un réacteur nucléaire, c'est une utilisation non consommatrice de l'eau. Par contre, ça réchauffe l'eau. Donc, on a eu des problèmes l'été passé, notamment. L'eau des rivières était trop chaude pour parvenir. Donc, il a fallu éteindre des réacteurs parce qu'on n'avait pas assez d'eau froide pour les refroidir. Par contre, vous savez qu'en Israël, il y a un réacteur nucléaire à Dimona. C'est le milieu du désert. Donc, il y a apparemment d'autres techniques que je ne connais pas pour refroidir des réacteurs nucléaires. Donc, j'ai aucune idée quelle est la technologie qu'ils veulent mettre en œuvre. Je n'ai aucune idée. S'ils veulent compter sur les rivières, effectivement, on va droit dans le mur. Mais pour des questions de température de la rivière et pour des questions d'accessibilité à l'eau. Mais je ne sais pas s'ils veulent compter sur un refroidissement par l'eau ou pas. Là, j'ai vraiment pas d'idée. Alors, ouais. Ouais. Bonjour, je voudrais vous poser une question. Ah pardon, excusez-moi, je voulais rajouter 2-3 éléments sur l'aspect nucléaire. Il y a quand même de la consommation. Le panache de fumée qui dégage, c'est bien de l'évaporation qui est bien la conséquence du refroidissement. Mais en effet, en utilisation, c'est le plus gros pôle. En consommation, c'est pas le plus gros pôle, mais c'est pas zéro. C'est pas zéro. Oui, tout à fait, la correction est juste. Et la tendance quand même, c'est une diminution
selon les bassins, les grands bassins, de 10 à 40% des débits des rivières à échelle de 2050. Vous voyez un petit peu la problématique également. Et alors, par rapport au rejet dans le milieu, en effet, ça peut avoir des conséquences sur le milieu aquatique. Une eau qui est réchauffée, on le disait tout à l'heure, c'est une eau dans laquelle les bactéries vont se développer plus vite, il y a le terrain de la cyanobactérie, etc. Et pour l'instant, une des options que l'État active, c'est la dérogation, et c'est le fait de pouvoir rejeter des eaux encore plus chaudes. Je crois que sur la Loire, c'est monté à 28 degrés l'an dernier. Donc là, c'est le grand délire. C'est à terme, c'est la stérilisation par la température de nos milieux aquatiques. C'est quand même assez hallucinant. Et vous savez que juste à côté j'ai traversé la France. Sur la route, on est passé à côté du lac de Vassivière. Le lac de Vassivière, sa fonction initiale, c'est la création d'énergie hydroélectrique. Et aujourd'hui, son maintien, c'est pour garantir le refroidissement de la centrale de Civaux qui se trouve en contrebas. Ce lac-là, comme plein d'autres lacs, aujourd'hui n'arrive pas à se reconstituer d'une année sur l'autre. Et donc c'est très très pertinent de mettre en regard les problématiques d'eau avec les problématiques nucléaires. C'est peut-être là que ça va péter, sans mauvais jeu de mots. C'est peut-être là, on se dit souvent, mais qu'est-ce qui fait qu'un jour les gens vont se soulever? Et on a toujours l'hypothèse de dire, le jour où il n'y a plus le robinet et que quand on l'ouvre, il n'y a plus d'eau, ça bouge. Peut-être que ce sera ce facteur-là. Et pour compléter ce que Julien vient de dire, remarquez l'incohérence entre le plan eau et ce plan de centrale nucléaire. Parce que si vous dirigez vos eaux usées traitées directement vers une agrobusiness qui vous évapore toute cette eau en irriguant goutte à goutte, eh bien, vous avez beaucoup moins d'eau dans la rivière. Dans la Seine, au niveau de Paris, 50% du débit de la Seine, là, quand vous êtes sur les jolis ponts, que vous regardez la rivière, 50% de ce débit vient ça ont été relâchés dans la Seine par des stations d'épuration. Ce sont des eaux usées traitées. Donc, si toute cette eau part en réutilisation directe, vous avez déjà diminué de moitié le débit de la Seine sous les ponts au centre de Paris. Eh ben, d'où elle viendra, votre eau, pour refroidir vos réacteurs nucléaires, si vous voulez envoyer votre eau directement, vos eaux usées traitées, en réutilisation directe. Donc, il y a une incohérence entre nos politiques, en fait. Bonjour, mais... Bien. Une dernière question alors, et puis ensuite on va conclure après. Bon. Voilà, je vous en prie, madame. Quelle responsabilité. Dernière question. Alors oui, je m'interroge sur ce qui me semble être un grand absent dans le discours de l'eau, c'est toute l'industrie de l'eau minérale. Toutes les bouteilles plastiques d'Evian, les centaines de milliers de cubes d'eau qui partent partout dans le monde. On trouve ces bouteilles absolument partout. Evian, Vittel, Volvic, etc. Et je me demande pourquoi on en parle très peu. Dernière question. Déjà, c'est moins de 1% du prélèvement d'eau dans le milieu pour les eaux minérales, et je crois que c'est peut-être un peu pour ça qu'on en parle très peu. Par contre, localement, ça a des conséquences énormes. Par exemple, la ville de Vittel a du mal à s'approvisionner en eau potable parce qu'elle est très limitée, vu qu'elle n'a pas le droit de nuire à là où la compagnie Vittel capte son eau. Et là, je dois avouer une grande satisfaction personnelle parce que j'ai eu un étudiant, je donne un cours Critical Political Ecology of Water à Sciences Po Paris en 4e année, première année de maîtrise. Et c'est un ancien étudiant à moi qui a obtenu un boulot à Vittel après avoir fait son travail sur tous les enjeux politiques de l'eau à Vittel. Depuis qu'il est là, il est leur poil à gratter. Donc, je suis très, très fière de lui. C'est pour ça que je dis qu'il faut miser sur les jeunes. On est pris par le temps. On est pris par le temps. Alors, bien, Julien parlait tout à l'heure du déficit d'éducation à l'environnement. Effectivement, ce déficit, nous on le vit en Haute-Savoie. Enfin, pas qu'en Haute-Savoie, d'ailleurs, on le vit partout, mais particulièrement dans la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, puisque notre cher président, M. Wauquiez, Vous pouvez, oui. A décidé progressivement, mais maintenant il est arrivé au terme de ses décisions, à supprimer toutes les subventions régionales aux associations de défense de l'environnement.
Or, il faut savoir que les interventions dans les lycées, dans les collèges et dans les écoles maternelles, écoles primaires, sont faites pour une grande part par des techniciens et des animateurs de ces associations de défense de l'environnement qui ne peuvent plus intervenir dans les écoles, puisque de toute façon, les associations en question ne peuvent plus les payer. Alors ça s'est déjà produit en Bretagne il y a pas mal d'années en sucrant les subventions de la SEPNB. Maintenant, ça se produit dans la région Rhône-Alpes en sucrant toutes les subventions des associations adhérentes à FNE. Voilà d'où provient une partie de ce déficit d'éducation à l'environnement. Et là-dessus, je vais appuyer parce qu'en fait, ça correspond, parce que les associations de protection de la nature et d'éducation à l'environnement sont concernées, mais c'est toutes les associations qui aujourd'hui ont vocation à représenter ou soient perçues comme quelques contre-pouvoirs par nos dirigeants. Il y a ce contrat d'engagement républicain qui est imposé à tous les responsables d'associations qui veulent bénéficier de subventions et qui est un véritable outil de répression dont un certain nombre d'assos font aujourd'hui, subissent les conséquences. Je vais citer le cas de l'API chez nous, dans le Marais Poitevin. L'API, c'est une petite association qui a un animateur nature, dont le boulot c'est d'aller en effet dans les écoles, etc., qui gère un club nature. C'est un petit poste, hein, et c'était financé par les fonds FONGEP, les fonds d'État éducation populaire. Parce que l'API appelle aux manifestations, parce que également un devis a été trouvé pour la location de toilettes sèches pour un des événements qu'on organisait. Le recteur a envoyé une lettre signifiant que non seulement il n'y aurait pas de nouveau financement FONGEP à hauteur de 7 000 € pour la nouvelle année, mais en plus on réclamait le remboursement de 3 000 € à partir du moment où précédemment ils avaient appelé à lutter contre les bassines. Voilà, et ça, il faut qu'on soit très très attentif. Ça concerne également, vous vous en doutez bien, toutes les associations de soutien aux mineurs isolés, etc., etc. C'est un outil de répression incroyable qu'il faut qu'on dézingue à tout prix. Donc dans les actions à mener au quotidien et en pratique et dans ce qu'on peut faire en tant que citoyen, eh bien, on peut appeler à rejoindre toutes les associations qui se battent, pas seulement d'ailleurs pour la défense de l'environnement, mais pour la défense des droits humains, pour la défense de la dignité humaine, comme les luttes contre la réforme des retraites par exemple. Il faut rejoindre tous ces mouvements et il faut accepter qu'au sein de ces mouvements, il y ait des sensibilités différentes et laisser s'exprimer ces sensibilités. J'entendais récemment, lors d'une manifestation contre les retraites, une jeune femme de Sallanches, qui doit être dans la salle d'ailleurs peut-être, qui disait qu'il fallait absolument respecter et comprendre les motivations des gens qui se battent, quelle que soit la façon dont ils se battent. Et la convergence de toutes ces luttes, des gens très motivés, des gens radicaux, c'est cette convergence qui fera avancer les choses. En tout cas, il faut se joindre aux luttes, il faut y participer et en parler autour de soi et emmener ses enfants, faire de l'éducation avec ses enfants au sein de sa propre famille. Voilà, en tout cas, moi je remercie nos 4 intervenants pour leur gentillesse. Merci à vous tous d'être là, merci de vos encouragements et je vous invite à penser au collecte à la sortie de la salle. Merci à vous et bonne journée à tous. Et à partir du 15 juin, grande opération nationale et délocalisée et autonomisée, 100 jours pour les sécher, une invitation à prendre tout un tas d'actions pour l'eau, que ce soit pour l'eau potable, d'aller par exemple couper le robinet à des préfectures et autres organisations. Enfin voilà, on va communiquer là-dessus dans les 15 jours qui viennent. Et également du 19 au 25 août, une grande randonnée tracto-vélo de Sainte-Soline jusqu'à Orléans, siège de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Et on espère bien qu'il y a des camarades des montagnes qui nous rejoindront. Voilà, merci à vous. On vous remercie de votre écoute. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à venir nous voir. En vrai, c'est bien aussi. Merci.